Je certes. Exactement. La belle gosse. Eh ouais. Toute contente. Bon, bon, bref. On accueille JSPC, tiens. Bonsoir. Ah, Oh putain, la voix, attends. Vas-y, vas-y. Je t'ai mis à fond. Pardon. non, Vas-y, j'ai un vas-y. nouveau micro, c'est pour ça. Ah, ça s'entend. Oh putain, c'est classe. Ouais. Ouh, là, c'est classe. Ok. Là, on est sur une voix sensuelle. Alors, comment vas-tu? Tiens, Eh ben écoute, ça va mieux. Je viens de faire 2 jours de 42 fièvre. Je suis encore un Ah. peu dedans. J'ai cru Covid, mais non. D'accord, ok. Bah, j'espère. Après le Covid, là. Ouais, tu l'as déjà eu, le Covid? Mais Ouais. si t'es pas vacciné, t'es insensible au Covid. Non. J'ai déjà eu une fois. Tu l'as déjà eu une fois? D'accord, ouais, donc tu l'as eu longtemps. J'ai eu un Covid long qui a fait 6 mois. Peut-être ça peut jouer par contre. Ça, par contre, je sais pas ce qu'il y a au niveau du Covid long, s'il y a une immunité plus longue ou quoi. Au niveau des études, faudrait voir. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais d'accord, t'es remis, t'as un micro, donc là, ça reprend totalement JSPC enfin. Ouais, ça reprend. Et demain, on fait la première d'une nouvelle émission. Ah. Nouveau studio. J'ai appris tout à l'heure qu'on allait tourner à la Black Magic et tout. Je vais pouvoir faire le malin. Bien. D'accord. Alors, c'est quoi la Black Magic, tiens, pour dire un peu. On nous la prête. Hein. C'est une caméra à. Je sais pas combien, Bonne 10 000 qualité, balles, là. un truc comme ça, pièce. D'accord. J'ai Télé, un pote qui bosse dans le ciné qui nous prête 3 Black Magic pour déconner. Classe. D'accord. Bon, bah, ok. Bon, nouveau Totalement format demain. inutile. Ok. Totalement inutile. D'accord, bah, c'est bien. Profite. Profite. C'est comme ça qu'à si tu peux l'époque, flex. c'était comme ça à l'époque il pensait que c'était embrouillé avec une partie de sa communauté justement. Si je dis pas de conneries. D'accord. Ah, parce qu'il avait Parce ça qu'il comme avait matos. il avait dépensé en gros l'argent des abonnés pour prendre une Black Magic et ses abos avaient dit mais mec, pourquoi tu balances une brique dans une caméra alors que tu fais des vlogs? Enfin, il y avait plus intelligent à dépenser quoi. Ouais, c'est clair que ouais, 10 000 balles, ça commence à faire cher. Après, une caméra 4K, tu l'as à 2000 balles, je pense. Une bonne qualité déjà, donc, et encore, c'est un bon prix. Donc, il faut pas déconner. Black Quoi. Magic, tu montes à 8 easy. Ouais, mais c'est quoi? C'est le En matériel gros, un truc qui ne professionnel sert en à fait. rien. Oui, Ouais, ça ne sert à rien. C'est ça, ouais, ok, d'accord. Bon, Ouais, c'est vraiment fait on va pour. prêter, je vais faire le mongol une fois avec, ça va m'amuser et puis voilà. D'accord. Et le projet, un petit peu secret, mais que t'as déjà dévoilé, ça avance Ah bah non, demain c'est une émission, on va recevoir Mathieu Slama. Ça y est, ça commence. Ok. Ouais, peut-être certaines. Ouais, c'est à 19 h en direct, on reçoit Mathieu Slama, qui est un politologue très très bon, et on va parler liberté individuelle, liberté collective, fondement d'une société libérale, démocratie, état de droit, c'est tous ces trucs qu'on a oubliés depuis 2 ans là. Classe. Ok. Donc, ça, c'est chez Livre Noir. Hein. Ou. Du tout. Non, attends, c'est où sur là? ma chaîne. C'est sur ta chaîne? Ah d'accord, c'est vraiment un nouveau concept de ta chaîne, ok. Parce que je sais qu'il y avait Livre Noir aussi peut-être bientôt. Mais en fait, non. Donc, non, du coup, ok, bon. Du coup, c'est mort. Tant pis. Mais Non. d'accord, demain sur ta chaîne, ok, ça va être cool ça. Ouais. Bon bah, limite, c'est mieux, comme ça au moins t'es indépendant totalement, quoi. Écoute, il y a encore 2-3 personnes qui arrivent à croire que je suis de gauche, alors je vais pas commencer à aller chez Livre Noir. Bah si, t'as encore un peu de gauche, enfin fais-le croire, t'inquiète, ça passe, non, ça hein. passe, ça passe, ça passe. En vrai, Flo, ça c'était un débat que tu avais lancé tout à l'heure, mais moi je Ouais, pense que la vas-y. moitié de la gauche, c'est-à-dire toute la gauche universaliste, considère Greg Tabibian comme étant de gauche. C'est vraiment la gauche woke qui considère qu'il n'en fait pas partie. Mais parce que la gauche woke a du mal à considérer cette gauche, en tout cas, et la gauche de Tabibian, de Ventose, même de Rakam, je pense, et de Ouais, Paduring, pas du ring. comme étant vraiment de gauche. Surtout qu'en plus, Etienne et moi ne sommes pas forcément de la même gauche en plus au départ, donc ça devient en plus compliqué. Mais alors là, s'il y a des sous-distinctions. Bah c'est ça, mais en fait on en discutait avec Charles aussi, excuse-moi de te couper Megan, mais c'est vrai qu'on en parlait avec camarade Charles, même pas du ring ou quoi, qui s'est pris la tête avec Wissam et tout sur Twitter, mais gentiment, mais voilà quoi, en mode on fait un débat. Et c'est vrai que je pense que le clivage il est là en fait, entre tout ce qui est indigénisme, ce qu'on appelle les woke, mais le progressisme un peu postmoderniste, etc., comme on le dit pour certains, et effectivement une gauche dite universaliste. Et après toi du coup tu te réclames même plus forcément trop de la gauche actuellement, quoi, t'en as un peu marre, quoi, j'ai l'impression. C'est pas ça, c'est juste que voilà, c'est souvent des gens qui sont quand même beaucoup plus étatistes, très révolutionnaires, très, très robespierristes. Moi, je suis quand même plutôt libertaire, on va dire. Oui, ce que je comprends. Puis après, voilà, vouloir faire la révolution absolument. J'ai c'est pas envie que forcément l'État soit partout à casser les couilles des gens. simple. Et... M'emmerde l'État. Si. M'emmerde beaucoup. Et tu veux pas faire la révolution, toi? Il y aurait les moyens de... Oui, mais t'es pas obligé de faire la révolution de Robespierre, hein. Oui, on va pas couper des têtes à tout. Déjà, on prendra ce qu'on a, hein, franchement, parce que là, c'est compliqué hein, d'y penser. Hein. Et qu'est-ce que tu penses de Roussel un peu qui fait sa sortie? Parce que là, on en a parlé avec Charles justement, qui disait oui, Roussel, j'aurais pu dire Roussel, s'il n'y a pas Kuzma. Ouais, mais un coup j'applaudis, un coup j'applaudis pas, quoi. Son délire de il faut interdire un candidat condamné pour incitation à la haine raciale ou discrimination envers une communauté en raison de ses origines, de insérer ce que vous voulez à des présidentielles. Non.
Bah non. Donc là, il y a vraiment... toi, il y a un candidat qui tente sans forcément te dire lequel, si jamais tu veux pas le dire. Si Non, parce que je vais être C'est honnête, je n'ai pas encore lu les programmes de cette année. Parce que déjà, ils viennent de sortir. Donc, j'ai pas encore foutu, et moi, je vote quand même pas mal sur les programmes. Donc, étant donné que j'ai pas lu le nouveau programme de la FI, étant donné que j'ai pas lu le programme de Zemmour, j'ai pas lu le programme de la FI, j'ai pas lu le... Bon, alors, je te cache pas qu'il est probable que je lise pas le programme de Valérie Pécresse, hein. Mais... Ça donne pas envie, non. Non. Ni même le programme de... Si, par curiosité, je vais lire le programme de Marine Le Pen pour voir jusqu'où elle est allée dans le renoncement. Renoncement de la droite radicale, tu veux dire, ou renoncement de quoi? Renoncement de tout son package idéologique, quoi. Enfin, ça devient... De toute façon, Là, sa dernière, c'est qu'elle veut même plus sortir des traités européens. Ah ouais, elle est plus anti-européiste, d'accord. Bon, ça va décevoir. Elle a tout abandonné. En 2018, elle a abandonné la sortie de l'euro. En 2019, elle a abandonné la sortie de l'Europe. En 2020, elle a abandonné la sortie de l'espace Schengen. Et là, en 2022, elle abandonne la sortie de l'espace Schengen. Elle a aussi abandonné l'abandon de l'interdiction de la binationalité, ce qui est pas une mauvaise idée. Et elle a abandonné l'expulsion des délinquants binationaux. Bon, il faut qu'elle arrête de dire elle prend l'espace qui reste. Elle prend l'espace. Je pense que le programme du RN de cette année sera moins dur que le programme du RPR de 95. Finalement, c'est une sorte Même que le de programme de PS. Sarkozy, C'est un PS un peu hard, quoi. C'est le PS Non, hard, mais. non, c'est juste droite que light, elle rentre dans l'espèce de gros bloc centriste dégueulasse qui nous pourrit nos élections depuis 40 ans. D'accord. Le truc. Je dis pas que c'est une centriste. Je suis pas dans le truc. Marine Le Pen est une femme de gauche, c'est débile. Mais elle est, je sais pas. Et Zemmour... Souverainiste, elle ne l'est plus déjà. Ça, c'est une évidence. Et Zemmour, tu trouves qu'il est toujours sur la même pente ou pas actuellement? Parce que ça bouge pas mal actuellement pour lui. Zemmour, je sais pas ce qu'il veut. Zemmour, il arrive. Les Arabes sont délinquants, il se prend 10 000. Ensuite, il fait un discours de Villepinte en disant les musulmans sont nos frères. Et là, tout à l'heure à la télé, il nous balance que tous les délinquants sont noirs et arabes. Il veut quoi? J'ai pas compris en fait le délire. Il change souvent d'avis. En fait. Ça dépend du plateau, j'ai l'impression, où il se trouve. S'il fait un grand discours qui va être filmé, diffusé de partout, il va être plus doux. Dès qu'il passe sur un petit plateau un peu plus à droite, des fois il tape, ou je sais pas, ou peut-être qu'il se contrôle pas. Je comprends pas la communication de Zemmour actuellement. Je pense qu'il a pas envie de se contrôler. Bah ouais, c'est peut-être le défaut de Zemmour, c'est qu'il rigole, tu sais, sur des trucs à la con, il part en couille, il est un peu en roue libre. Après, moi j'ai lu son livre, donc ouais, je pense que après il peut être pris aussi par le jeu de l'élection. Hein. Ça se trouve, il tente une Trump. Je sais pas, parce qu'il a. Ah ouais, mais le problème c'est qu'il tente une mi-Trump, mi-Patrick Buisson. Puis il se modère par moment, tu vois. Trump, il est pas modéré, hein. Il est direct en vrille, en roue libre. Hein. Il fait pas une Trump, Trump, il est comme ça. Il peut pas la faire, la stratégie de Trump. C'est ça, c'est Trump, quoi. Parce que c'est pas ça, c'est que Trump, quand il se présente aux élections, faut quand même pas oublier qu'il a derrière lui tous les hauts QI de ce que l'Amérique, à ce moment-là, a de conservateurs. Et Damien Rieu, c'est pas Joe Rogan. Et Gilbert Collard, c'est pas... tu vois, c'est ouais, voilà. C'est pas les États-Unis aussi. Tu peux vendre au prolo américain le libéralisme effréné, mais Zemmour, il a commencé à faire un énorme boom dans les sondages. Puis dès qu'il a commencé à taper sur les prolos et à faire son libéral sur le plan économique, il a instantanément plafonné à 10%. Quoi. Ouais. Puis il faut pas oublier que la stratégie de Trump n'aurait jamais marché en France. Il faut pas oublier que Trump n'a pas gagné la majorité des voix. Dans le système américain, il a gagné, certes, mais Hillary Clinton a fait plus de voix que lui. Donc dans un système de démocratie directe comme en France, Trump n'aurait pas gagné et Zemmour ne gagnerait pas avec cette stratégie. Est-ce qu'il est par les grands électeurs? Il y a plein de choses. Ah ouais. Vas-y, je suis pas d'accord avec toi parce que la stratégie de Trump était liée à cette situation des grands électeurs. Si jamais il n'y avait pas eu cette histoire des grands électeurs, la stratégie de Trump aurait été différente et du coup le résultat aurait été différent. Je dis pas qu'il aurait gagné, mais je dis qu'on n'en sait rien. Tout à fait, on peut refaire l'histoire. Je suis d'accord avec toi. Mais... Cela dit, il faut pas oublier un truc aussi qui était... c'est que Trump, il a réussi à jouer sur plusieurs tableaux différents. Il a réussi à jouer à la fois sur l'anticommunisme ambiant et sur, on va dire, une ligne qui était relativement traditionnelle dans la politique américaine.
faire la détestation de l'Iran, de la Chine, etc. Tout en détonnant sur 2 sujets clés. Il y avait la Russie, où il essayait, même si dans les faits, sa politique a été quand même très, très virulente à l'égard de la Russie, mais il était moins virulent qu'Hillary Clinton sur la question russe. Et sur la question de la réindustrialisation et même sur la question sociale, il a pu apparaître, ça ne veut pas dire qu'il l'était, mais il a pu apparaître davantage préoccupé du sort de la classe ouvrière que Hillary Clinton, ce qui est quand même un comble. Il y avait en 2016. Oui, non mais c'est con. Alors évidemment, il a pas eu, ça n'a pas été un succès flamboyant. De toute façon, la classe ouvrière aux États-Unis, soit elle vote pas, soit elle est complètement dispatchée. Mais il a fait l'effort, par exemple, d'aller s'adresser aux ouvriers dans la région des Grands Lacs, dans les 4 États, je crois, autour de la région des Grands Lacs, ce que Hillary Clinton n'a pas daigné faire. Tout à fait. Résultat, ces électeurs-là qui avaient voté Obama en 2008 et en 2012, donc avec une certaine fidélité au Parti démocrate, ben là, ils se sont tournés vers Trump. C'est comme quoi la proximité avec le monde du travail, ça paye quand tu t'y files un peu. Et c'est je pense, c'est ce qui manque à Zemmour. Totalement. Mais Zemmour, il est... Au monde du travail. Il est proche d'un certain milieu du travail, mais pas tout le milieu du travail. Ouais, et encore. Et encore, parce que même un prolo blanc un peu, tu sais, qui en a marre un peu, qui rejette tout, s'il vote à droite, il va plutôt voter Le Pen, plutôt que Zemmour. Parce que, premièrement, sur les questions économiques, Le Pen apparaîtra comme un peu moins libéral que Zemmour, et puis même... parce que Le Pen, Vas-y, Victor. Elle a perdu le mojo de droite, tu vois. Le mojo. Bah ouais, non, mais c'est ça. À un moment donné, il faut employer des termes techniques, tu vois. Genre, t'as pas l'impression que Le Pen. Voilà, lâcher le totem, façon de parler. Non, mais t'as pas. Franchement, t'imagines Marine Le Pen à l'Elysée. Est-ce que tu l'imagines vraiment relancer la France, faire des trucs de dingue? Non, absolument pas. Tout surprendre, pas du tout. Alors que Zemmour, on sait pas. Zemmour, c'est le genre de mec, on sait pas, il peut répondre, il peut dire un truc, une dinguerie à Poutine, il peut dire une dinguerie à Biden. Zemmour, on sait que c'est un mec qui. Il est vrai, en fait. C'est vrai, mais c'est pas avec ça que tu construis une fidélité électorale et populaire sur le long terme. Là où la peut-être force... que tu recrées un sentiment nationaliste, mais en France, tu peux faire tu recrées une appartenance. Possible. En France, tu peux faire peur au niveau de la démocratie et plein de choses. On dire que Mélenchon a été fait en 2017. Voilà, c'est ça. Voilà, oui, mais tu vois, par exemple... Oui, mais tu vois, par exemple, il se présente comme justement un espèce de grand rassembleur. Oui, attends, t'inquiète. D'abord Rakam, et après je te redonne la parole. Oui, mais justement, il faut pas surestimer la capacité de Zemmour à rassembler autour de l'idée que quelque part ça va péter avec lui, parce que quelque part, il peut, comme tu dis, il peut sortir des dingueries tellement grosses que quelque part... il y a aussi un problème avec la façon dont on perçoit les choses, notamment chez les jeunes, je m'inclus dedans, c'est-à-dire qu'on est la génération Internet où on a beaucoup l'impression que sur la base d'une dinguerie, beaucoup de choses vont pouvoir se passer, alors que sur le temps long, une fidélité électorale et une fidélité idéologique, ça se construit de manière... ça se construit aussi ça se construit beaucoup sur les questions sociales, économiques, ce qui fait que... Et un peu moins sur les questions identitaires, c'est-à-dire que par exemple les outrances de Zemmour sur les questions identitaires, paradoxalement, ça peut rebuter beaucoup d'électeurs de Marine Le Pen qui peuvent être un peu attachés à la laïcité malgré tout, même si parfois ils peuvent la critiquer ou quoi. Tu vois, il y a quand même des distinctions, je pense. Moi, je m'en fous, parce que moi, je refuserai toujours de voter pour ces deux-là. Je m'oppose à eux politiquement, mais je serais Zemmour, je miserais beaucoup quand même, enfin, je me ferais quand même pas trop d'illusions sur sa stratégie actuelle, quoi. Mais le problème de Zemmour, c'est qu'il est intègre. Intègre, on sait pas. Ça, j'en sais rien, mais quelque part... moi, je pense que oui. Je pense qu'il a plein de défauts, mais qu'il a pas le défaut d'être un hypocrite. Il a beaucoup changé quand même. Moi, je connais des gens à l'extrême droite. En tout cas, il n'est pas politicien. Désolé. Je pense qu'il ment sur le libéralisme, et une fois qu'il sera élu, il va trahir le mec de CNews à la tête de CNews et faire un programme, bon pas communiste, mais un programme pas du tout libéral. Vécu. Je connais des gens qui m'ont dit ça.
Peut-être, on verra. Alors ça, je tiens quand même à préciser que c'est très officiellement la thèse de Jean Robin. Ah d'accord. C'est Jean Robin. Ok, on connaît Je Jean crois Robin. Bah, c'est un agent du PCC, d'après Jean Robin Zemmour. Hein. Alors, Greg, Il critique la Chine, mais pas trop. Enfin bref. Greg, vas-y. Et qui n'est pas communiste pour Jean Robin? Non, mais c'est affolant. Hein. Et tout le monde est dirigé par le Parti communiste chinois, bien entendu, car le Parti communiste chinois va envahir la France et tous les États du monde entier. Non, mais attends. Le Parti communiste chinois. Non mais attends, on rigole de ça alors que moi je suis vraiment financé par le Parti communiste chinois, tu vois, il banalise un peu mon parcours quoi. Enfin, non, je plaisante évidemment. Là, voilà. Il y a des vrais bails. Mais d'ailleurs, si vous avez des sous le Parti communiste chinois, je suis en S, les gars, je suis en S, j'ai besoin de faire mon business, les gars. Voilà. Ouais, bah je peux t'assurer qu'ils payent pas bien, hein, putain. Bah, j'imagine. J'ai bien remarqué. J'ai vu que c'était la S. Et même Greg qui a essayé de tanguer entre deux, tu vois, la droite ne paye pas mieux. Ouais. Non, mais faut mieux tanguer en faveur des Russes parce qu'ils sont plus à l'aise avec les médias alternatifs en Occident. Ah, je sais pas. Bah, t'as fait Greg, ça, les Russes. Ça donne quoi, Greg? Hein? Ça donne quoi les Russes du coup? T'avais été chez RT et tout faire des. Mais moi j'ai été invité, moi j'ai jamais été. Je sais. Dans laquelle Soralien, j'ai jamais touché un sou de la Russie, hein, ni des pistaches. Non. Mais je sais par contre que oui, ils ont une, en tout cas à l'époque ils avaient une stratégie économique façon PSG quoi. Ils lâchaient, ils n'avaient pas objectif à devenir rentable avant 15 ans quoi. Ils lâchaient des sommes astronomiques. Et d'ailleurs c'était un peu drôle parce qu'ils ont fait comme au PSG à l'époque. Ils ont acheté tous les anciens, tu sais, ils ont acheté tous les Beckham du PAF français quoi. Ils ont été nous choper Tadei fatigué, ils ont été nous choper tous ces gens-là. Moi je remercie juste RT parce que c'était un rêve de gosse de faire une émission avec Tadei. J'en ai fait 2 et j'étais très content de le faire. Voilà. Non, puis en plus, j'aurais aimé, ça se feront jamais, c'est évident. Puis même l'émission en crayon qui était cool aussi, qui était intéressante. J'ai bien aimé. Greg, t'as d'autres émissions, Greg, que tu penses faire avec des gens qui sont prévus à court ou moyen terme? De quoi? Est-ce que t'as des émissions qui sont prévues à faire avec des gens à court ou moyen terme? Bah déjà demain. Non, mais je veux dire dans des médias un peu plus genre RT et des trucs comme ça. Non, bah non, RT, j'ai plus vraiment de contact avec eux. J'ai fait quelques trucs avec Sud Radio, mais c'est surtout parce que j'étais pote avec Morio, donc maintenant il s'est fait virer, donc maintenant ça va être directement avec lui. Donc non, en fait, non. Je connais pas vraiment ces gens-là, ces milieux de rédaction, je les connais pas. Je pense que pour entamer une carrière d'humoriste à France Inter, bon, c'est mal parti. Donc non, je vois pas. Sous pseudo peut-être, tu peux essayer de recréer une carrière incroyable et te faire passer pour quelqu'un d'autre pour espérer choper c'est mort. C'est mort, ça m'intéresse pas. Pourquoi j'irais là-bas C'est vrai que t'es bien indépendant là maintenant, t'es établi quoi. Ça y est, je me suis cassé les couilles C'est bon, j'ai bouffé mon pain dur, hein. J'ai fait mes premières années sur YouTube, 300 balles par mois, 70 heures par semaine. C'est pas pour l'instant, maintenant que je m'en sors bien, que je vais dire ah bah non, bah finalement je vais abandonner et puis je vais revenir parce que j'ai peur pour l'avenir. Je m'appelle pas Usul. Hein. Attends, une question. Il s'est fait virer, il s'est fait virer Sud Radio, Morio? Oui. J'ai pas suivi. Ouais. Bah en même temps, ça a changé de patron et tout. Ils ont dit bon, les complotistes, les droitards et tout. À part Berkoff. Berkoff, faut qu'on le garde parce que c'est un peu le totem d'immunité. Ah, ça s'est passé à gauche sous le radio? Ouais, un peu, ouais, ça s'est calmé beaucoup. Oula, à gauche. Enfin, pas à gauche, mais ça s'est calmé, quoi. C'est moins à droite, bizarre des fois, mais ça permettait beaucoup de choses quand même, Sud Radio, c'était intéressant pour ça. Mais oui. C'est dommage, moi je trouve ça dommage. C'est comme moi si on m'interdisait d'un coup d'inviter toutes sortes de gens quand j'invite Conversano, des trucs comme ça, bon ça fait un shitstorm, mais au moins, moi je trouve ça intéressant. Et voilà, et je pense que Sud Radio là, ils peuvent plus inviter qui ils veulent, et ça peut bien. Franchement, moi je sais pas vraiment ce qu'est un média de gauche et un média de droite, hein, parce que moi ça me fait marrer tous les gens qui crachent toute la journée sur Sud Radio, ils sont connectés tous les soirs à Cyril Hanouna qui nous invite Jean Messia un jour sur 3, donc je sais pas trop ce que c'est les mêmes choses. Ou un média de toute façon, je pense que les médias maintenant draguent un peu la même chose à la télé. Quand tu vois Hanouna, il est quasiment sur limite un média du web, quoi, enfin comme sur YouTube et Twitter, quoi. Il est entre les deux actus, plus les médias télé, quoi, habituels. Donc tu sais, il mélange le tout et il te fait un checker de ça, donc finalement, ouais, ça s'interpénètre, j'ai l'impression. Moi je vois Hanouna qui s'inspire tellement de YouTube et de Twitter, quoi, enfin, il reprend tout, quoi. Et même les influenceurs, ça trouve toi chez Hanouna un jour. Et inversement aussi, oui. Et inversement, YouTube, ça nourrit beaucoup de ce que la télé a produit, mine de rien.
Et puis ils ont tout viré surtout. YouTube, ils ont enlevé tous les contenus qu'ils ne voulaient pas, en tout cas à l'époque. Même tout ce qui est complotiste, Bob, toute la vérité, tous les trucs un peu bizarres sur la franc-maçonnerie, machin, vous trouvez plus rien. C'est quasiment retrouvable. Donc ouais, là, tout a été supprimé. Et moi, je cherche un vieux truc là sur le projet Bluebeam avec Paul Ponceau et Rock Soccer, qui était une sorte de compile de 2 heures. Elle est introuvable maintenant. Et je suis dégoûté d'ailleurs, parce que et pour moi, c'est des archives en fait. Tu vois, et je me dis, elles sont mes archives en fait. C'est comment ça? Et YouTube a supprimé parce que c'est sûrement trop complotiste et ça a emmené à certaines dérives. Quoi. Donc ouais, mais moi je veux pas qu'on enlève ce genre de contenu, c'est comme Recen ou je sais pas, faut laisser, il faut que les gens puissent voir de quoi il s'agit, qu'on puisse en parler et en faire quelque chose. Quoi. Mais bon, bien sûr. C'est dramatique. C'est pas comme ça que ça marche, ça n'a jamais marché, ça marchera jamais. Non, on n'y arrivera pas. Les gens parlent pas, donc on les entend pas. Ils ont toujours pas compris. Hein. Ça fait 15 ans, ils ont essayé de faire ça avec Dieudonné, avec Soral, mais ils remettent une pièce dans la machine. Et puis après, ça crée des médias du coup plus durs. Stratégie d'équilibre. Et puis faire ça en plus en mode, voilà, tu veux censurer quelqu'un, bah oui, il va se radicaliser d'un côté, c'est logique en fait. C'est comme si demain, genre, on me fermait toutes les portes, que j'ai un peu avancé sur YouTube, j'ai une sorte de communauté, bah peut-être que je continuerai d'une manière alternative. Et est-ce que ça radicalise peut-être quoi? Bah oui, parce que tu te retrouves dans ton petit truc, t'es obligé d'être tout seul, tu t'isoles. C'est peut-être pas une bonne chose non plus, hein, donc ça aide pas. Après, c'est vrai qu'on n'a pas aidé. En tout cas, Val, c'est tout, ça a pas trop aidé. Et là, tiens, je vais demander à Espion s'il veut parler. Ce qui était à Valeur Actuelle d'ailleurs, il y a 2 jours. Ah ouais? Ah, mais il y a une interview d'une heure et demie de Manuel Valls sur Valeur Actuelle, sur la chaîne VA+. Ouais, bien sûr. Ça, ils sont culottés, VA, je trouve. Ils ont viré aussi ou quoi, genre, Manuel Valls qui est culotté quand même. Ah, mais lui, il s'en bat les couilles, il s'en fout. C'est plus du grand écart, là, c'est du claquage, il faut qu'il arrête. C'est incroyable. Qui sait, il va peut-être se présenter à la présidentielle. Je viens sauver la France, c'est genre. Il y a Hollande qui veut se représenter, je crois. Peut-être. Je pense qu'Hollande, il troll. Non, je pense pas. Je pense que c'est en fait nécessaire si le PS veut encore exister. Parce que Taubira fait 3% ou un truc comme ça, l'autre elle fait 2%. Donc en fait, s'ils veulent au moins avoir leurs 5% et continuer d'exister, ne serait-ce que pendant sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup d'élus qui sont encore PS. Donc s'ils ne se présentent même pas, ou alors s'ils font un score tellement minable, ils vont tout perdre. Donc ils sont obligés, Hollande, ça va ils n'ont pas vraiment le choix. Mais tout le monde est déçu de Hollande. Non mais on s'en fiche. Et il tout fera au moins moins plus de 5%. Non, mais les gens veulent tuer Flamby quoi. Après ça fera des sketchs. D'accord, mais il y a au moins 5% qui voteront pour lui, je pense. 5 Ouais, je pense. Et Taubira, on lui laisse le bénéfice quand même, sois sympa. Ouais. Sois pas un... Greg, t'en penses quoi toi? De quoi? De Hollande 5%. Mais non. Allez, laisse-lui au moins ça. Mais non. 2%. Le mec. Quelle déjà? Celle du Parti Socialiste? Celle de quoi? Quelle boutique? Quels intellectuels? Tout le monde. En plus, il est même pas à la primaire. Le mercato, il est fini, hein. Tout le monde est déjà parti dans les équipes. Il s'est pas inscrit. Là, le PS, il est en train de tomber de la falaise. Il a plus que 2 doigts qui tiennent. Et puis, c'est voilà. T'as Macron qui écrase les derniers doigts. Et il y en a qui disent sur Twitch. Il y en a qui disent sur Twitch, c'est drôle, la gauche devient fasciste et ne s'en rend même pas compte. Est-ce que la gauche devient fasciste? Est-ce qu'une partie de la gauche se radicalise beaucoup? Le live de l'autre jour, la bulle, qui parlait justement du fascisme. Et que justement le fascisme n'est pas forcément de gauche ou de droite. Mais Umberto Eco, oui, les 14 points d'Umberto Eco débunkés par le petit astronome. Oui, on avait expliqué que les gens n'avaient pas lu Umberto Eco finalement et que il l'interprétait que sur les points comme ça, sans avoir lu tout le contexte qui est autour. Et qui du coup ne dit pas effectivement que c'est du fascisme, mais que c'est des nébuleuses en fait de dérives fascistes en fait, hein, voilà, hein, des dérives fascistes on pourrait dire, des nébuleuses qui se forment au pire par ces points, mais c'est pas du coup du fascisme pur. Et Umberto Eco du coup ne dit pas exactement ça. Donc c'était marrant et du coup j'étais suivi par le compte, le fake compte Umberto Eco, c'était rigolo. Donc du coup, mais très bonne capsule d'ailleurs de Petit Astro. Mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup de gens de gauche qui vont prendre des concepts et s'en servir pour les laisser. Alors vas-y Pollux, profite. Vu que il est un peu bon, enfin il connaît un peu tout ce qui était au niveau théologie, est-ce que l'islam est un peu fasciste? Ah, du coup. Putain. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, on parlait de théologie, non. Après, il y avait une autre affirmation qui est intéressante. Déjà que j'ai du mal à voir le fascisme, qui est une idéologie du XXe siècle dans des mouvements contemporains, mais alors le voir dans un mouvement qui est 1200 ans antérieur, je sais pas. Est-ce que c'est autoritaire? Oui. Est-ce que c'est une théocratie? Oui. Est-ce que c'est un projet politique qui fait prôner la collectivité sur la liberté individuelle? Oui.
Est-ce que c'est le parangon des droits de l'homme et de la liberté de la femme? Non. Le retour de voilà. Greg. Pardon. Oui, ça va répondre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Et on disait un autre truc aussi, c'est justement... c'était... c'est toutes les caractéristiques de la nébuleuse. Non, pas du tout. Mais par contre, on disait aussi un autre truc qui était intéressant, c'était genre... je sais plus qui disait ça tout à l'heure. En gros, il y a tellement de courants qu'on peut pas définir ce qu'est l'islam. Et moi, j'en revenais à un débat où tu avais expliqué, tu sais, où les gens avaient un peu réagi en disant que t'étais... on parlait de racisme anti-blanc et tout. À un moment donné, tu avais fait tout un discours sur la théologie, tu disais, l'islam, finalement, on peut en venir au point où justement ça n'existe pas en fait. Je crois que tu avais dit ça par rapport au fait que voilà, c'était quelque chose d'assez vague qui ne reposait que sur les textes qui étaient interprétés, etc. Enfin, tu avais fait tout un exposé là-dessus. Et je voulais savoir ce que tu en pensais par rapport à ça. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu justement ton point de vue par rapport à ça? C'est pas que l'islam c'est une construction qui se fait. Le problème c'est que tout le monde se revendique, ou en tout cas beaucoup de gens se revendiquent de n'être pas un courant de l'islam, mais l'islam originel. Bon, historiquement, en général, ça ne se tient jamais. Je ne dis pas que l'islam existe ou n'existe pas, je dis que la République devrait considérer que ça n'existe pas. Ah, c'était ça, pour préciser. C'est-à-dire la position qui était celle de Juppé, d'ailleurs, qui n'était pas très conne pour une fois sur un sujet, qui disait « Je n'ai jamais eu le Coran, je le lirai jamais, je n'ai absolument pas à comprendre quoi que ce soit à cette religion. Si tu me dis que la femme est inférieure à l'homme, j'en ai rien à foutre que ce soit au nom de ci, de ça ou de travers, c'est non, point. » Donc je crois que l'islam ne doit pas être considéré comme un... C'est la meilleure façon de régler le problème, quoi. De dire que l'islam est une construction sociale? Bah oui, déjà. C'est comme les juifs. Oui. Que toute religion, en fait. Toute religion est une construction sociale. C'était pour la vanne, hein, c'était un trait d'humour. Quand je dis l'islam n'existe pas, c'est que ce que je dénonce, c'est que pour moi, Éric Zemmour et par exemple un communautariste islamisé random, par exemple un Yassine Bellatar et qui aime bien débattre, sont les deux revers d'une même médaille. Il y en a un qui te dit non, l'islam original c'est ça, il y a l'autre qui te dit non, l'islam original c'est ça, mais je n'en ai strictement rien à foutre, moi. Si les gens veulent se construire un imaginaire collectif où ils se fantasment que l'islam a été le précurseur des droits de l'homme il y a 1200 ans, même si c'est à se pisser de rire historiquement, laisse-leur le croire. Laisse-leur le croire, laisse les gens se créer des putains de narratifs. Ça sert à quoi d'aller leur rappeler la réalité historique déjà, la réalité historique, excuse-moi. Enfin, je veux dire, il y a quand même une partie des historiens qui a des doutes sur l'existence du prophète de l'islam. Hein. Donc, au bout d'un moment... c'est bien beau de nous ressortir la biographie d'un mec qui est truffé d'erreurs historiques, si c'est pour... tu vois ce que je veux dire enfin... Malheureusement. Après, c'est... Oui, donc l'interprétation, on n'a pas imposé. Vas-y, Megan, pardon. Non, je dis juste que j'étais d'accord avec Greg. Il me disait tu vois, du coup, bah, je sais pas si ça m'était adressé ou c'était un tu vois général. Je pense. Général, mais... oui, le fait de dire Zemmour ne connaît pas l'islam, oui, mais il n'a pas à le connaître. Encore une fois, il n'a pas à le connaître, c'est pas la question. Je vois pas l'intérêt de rappeler avec fascination la réalité historique d'un personnage déjà douteux. Historiquement, avant d'être douteux, moralement, ou ce que tu veux. En gros, c'est comme avec toutes les religions, où, voilà, on n'a pas à essayer de discuter un peu plus et de dire voilà, on va faire des passes droits sous prétexte qu'il faudrait comprendre qui est assez différent, etc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais là-dessus, je suis plutôt d'accord, parce que moi, je suis une sorte de laïcard, j'imagine. C'était le point de discorde avec Wissam, par exemple, sur la religion. Je disais, ouais, mais du coup, enfin, parce qu'il y a une manière de défendre la religion qui, pour moi, me fait me dire, bah ouais, mais du coup, ça rentre pas dans le cadre, parce que effectivement, tu peux pas demander aux autres de comprendre, parce que dans tous les cas, ça rentre pas en ligne de compte, parce que les gens ne peuvent pas faire cet effort-là. En fait, c'est pas des théologiens, tu vois, ils vont pas faire cet effort-là de se dire, allez, je vais essayer de comprendre et faire de l'anthropologie derrière pour comprendre pourquoi les religions. Delon, ils ont 80 ans, ils étudient ça depuis qu'ils ont 8 ans, ils ont toujours pas compris le bouquin. Alors, c'est ça. Tu vois, c'est pas moi qui vais le comprendre, on n'a pas à le comprendre. Et après, l'application qui est faite, effectivement, on peut pas. On s'en fout de ce qu'il y a dedans. C'est une question d'en finir avec le mythe de la laïcité, déjà, pour commencer, et d'en retourner à une vision qui s'en fout, littéralement. Vous voulez votre narrative. Je vois pas, en fait, moi, tactiquement, je pense que, justement, il faut continuer dans
même s'il est faux, il faut continuer le pas d'amalgamisme de gauche quelque part, en disant oui, 99,99% des musulmans, il n'y a strictement aucun problème, on est bien d'accord. Mais par contre, on est tous d'accord que les 0,0001% qui font chier, hein, on va leur faire la vie très très dure. Bah, très bien. Par contre, si par hasard ils étaient un peu plus, c'est pas mon problème, si vous êtes d'accord sur le principe. Très bien, ben voilà. Quel est l'intérêt de... Tactiquement, je comprends pas. C'est compliqué. Ni ça, ni la soumission d'un Mélenchon sur ces sujets-là aussi. Hein. Attention, hein. C'est pareil dans les deux cas. Ouais, et puis après, il y a une défense, des fois, qui est un peu bancale. Ce qu'on voudrait accepter, en fait, essayer d'accepter un petit peu plus en disant, voilà, mais c'est pas une dérive. Et il y a des fois où il y a effectivement un début de dérive. Après, juste, effectivement, avoir pas un islam de France, en plus, que c'est pas possible, je crois. Donc, mais je sais même pas comment c'est possible, en fait. C'est ça qui va être compliqué. Il n'y en aura pas, il n'y a pas d'islam. C'est ce que je veux dire. Donc, oui, c'est des appellations débiles. Comme quand Zemmour dit à une femme voilée que quand elle enlève son voile, elle respecte la laïcité. C'est intégralement faux. La laïcité ne lui impose pas d'enlever son voile. C'est absurde. Effectivement, c'est pour ça. Et Ascarod, tiens, tu voulais intervenir ou pas? Ascarod, je vais voir si ça prend la parole. Non. On sort du sophisme, si tu veux. D'un côté, tu as des gens qui te disent il y a des problèmes avec l'islam tout le temps, et puis d'un autre côté, tu as des gens qui te disent, souvent ce que tu vas entendre à l'AFI par exemple, mais non, il y a absolument. C'est une pure création médiatique, et les médias focalisent tout le temps l'intention sur l'islam. Mais c'est un sophisme, ça. C'est pas parce qu'ils focalisent l'attention sur l'islam qu'il n'y a pas de problème avec l'islam. Ça peut très bien être les deux. Pourquoi on serait obligé de choisir? Tu n'as que des mecs qui te disent arrêtez avec les musulmans, il n'y a pas de problème, c'est les médias qui le créent, et d'autres qui disent mais non, c'est pas les médias qui le créent, il y a un problème de fond. Ça peut très bien être les deux. Et spoiler alert, je pense que c'est les deux. Parce que la prochaine fois que tu essaies de faire passer, je sais pas moi, une augmentation de l'âge de départ à la retraite ou une grosse mesure sociale bien dégueulasse, en essayant de détourner l'attention sur un sujet périphérique, comme le font les médias avec l'islam, amuse-toi à essayer de le faire avec les Chinois. Moi, j'aimerais bien voir Darmanin essayer de faire taire un problème avec les retraites en disant attendez, vous avez vu le communautarisme asiatique dans le 13e? Ça marchera jamais, puisque les gens n'en ont rien à foutre. Et pourquoi les gens n'en ont rien à foutre? Parce que les gens aiment bien les Chinois. Pourquoi est-ce qu'ils aiment bien les Chinois? Parce qu'il n'y a pas de problème avec eux. Ouais. Quand il y a des problèmes, c'est des problèmes ouais, puis c'est vachement intercommunautaire, ou sinon des problèmes de délinquance qui arrivent sur eux, parce que voilà, ils font des trucs, des business, mais c'est vrai qu'ils causent pas de nuisance, on va dire, publique. Donc, enfin, très peu. Après, on va me dire non, c'est pas vrai et tout, mais en tous les cas, c'est pas les faits divers les plus courants, on va dire, quoi. Donc, du coup, voilà. Vas-y, Ascarod. Ascarod, tu peux maintenant parler, si tu le souhaites. Je t'autorise. Tu as le droit de venir. Putain, c'est un échec complet. Senju, vas-y, à toi, tant pis. Oh, salut tout le monde. Ouais, vas-y, profite si tu veux aborder un petit truc vite fait. C'est la fin de soirée. Avant Balisco. Déjà, je veux dire bonjour à Greg. C'est marrant parce que j'étais en train de regarder sa dernière vidéo il y a 20 minutes. Donc demain, je serai là sur le live. Cool. J'espère qu'on sera nombreux. Et puis du coup, en fait, c'était, j'ai mal entendu justement ce que disait Greg avant sur les Maghrébins et les musulmans. En fait, c'est quoi ton point de vue par rapport à la population et maghrébine et musulmane en France? Oula, t'es descendu très fort dans le son, là je l'ai pas entendu la fin de la phrase, je sais pas si je suis le seul. Vas-y, Senju, ouais, vas-y. Ouais, je répète. C'est quoi en fait ta position sur la population maghrébine et musulmane en France? Quel est toi ton ressenti en fait vis-à-vis de ça? Ou vis-à-vis de nous en fait? Mon ressenti vis-à-vis de la population musulmane en France, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a une population qui s'est considérablement plus tournée vers le religieux, vers le militantisme. Ça, c'est sûr. C'est une communauté qui, d'un côté, en a marre, à juste titre, qu'on mette systématiquement la focale sur eux dès qu'il y a un souci dans ce pays pour détourner l'attention. Et en même temps, parce que c'est, encore une fois, on n'est pas obligé d'être dans le faux dilemme, une communauté qui a effectivement souvent du mal à se remettre en question. Ok. Et du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses en fait des représentants qui nous ont été choisis. Moi, par exemple, je déteste avoir Chalgoumi comme représentant, ou bien d'autres qui sont passés avant lui. Ça, qu'est-ce que t'en dis justement? Je pense que, la droite a fait autant de mal que la gauche en France, à ce sujet-là. Parce que, moi, si je me permets de parler d'islamo-gauchisme,
parce que contrairement aux droitards, je suis en première ligne pour critiquer l'islamo-droitisme. Parce que quand j'entends des petits identitaires dire avec Sarkozy au moins il y avait moins de problèmes qu'avec Hollande, je rigole. Faut pas oublier que le CCIF, le CFCM et toutes ces saloperies, c'est du pur... c'est Nicolas Sarkozy. Le mec qui donne les clés du Moyen-Orient au Qatar et à l'Arabie Saoudite en déstabilisant des seuls régimes laïcs du Moyen-Orient ou du coin en tout cas, c'est Nicolas Sarkozy. Même si sur la Syrie, qu'il fallait défendre, Hollande n'a pas fait mieux, voire pire. Je pense que déjà, pour commencer, et les représentants musulmans, oui, mais en fait, si tu veux, je pense que malheureusement, nous avons été trop français. C'est-à-dire que nous sommes un pays qui ne sait pas parler aux communautés. Et nous avons des élites politiques qui ont des formations où ils n'apprennent pas à parler aux communautés, parce que nous ne sommes pas des Anglais. Nous avons des élites qui ont eu des formations politiques où ils ont appris à parler à des représentants. Ils ne savent faire que ça. Ils parlent à des représentants syndicaux, ils parlent à des représentants de partis, ils parlent à des représentantes féministes, ils parlent à des représentants LGBT, ils parlent à des représentants de tous ces gens-là. Et que malheureusement en islam, comme tu le sais, il n'y a pas d'autorité religieuse et que donc ils en ont voulu pour être capables de parler et qu'ils ont été formés à faire, c'est-à-dire nommer des représentants pour leur parler. Et qu'à partir de là, forcément, les mecs, des gens peu recommandables, sont allés saisir le créneau. Mais parce qu'on ne sait pas parler aux communautés en France. On ne sait pas le faire. Donc du coup, forcément, ils ont nommé des représentants qui sont soit des débiles, à la Chalgoumi, où c'est vrai que c'est insultant, soit des gens extrêmement peu recommandables. Voilà. Comment tu ferais, toi, par exemple, pour parler à la communauté avec l'histoire des poupées dernièrement sans visage? Comment tu fais, par exemple? Je leur demanderais de me montrer déjà la sourate du Coran dans laquelle c'est marqué qu'il ne faut pas faire de poupées sans visage, pour commencer. Exactement comme j'aurais réglé la question du burkini, je leur aurais demandé si le Maroc, l'Algérie et la Tunisie qui l'interdisent sont des pays islamophobes. J'aurais demandé à des gens comme Clémentine Autain, à des gens comme Yacine Bellatar, à des gens comme Majid Messaouden, si les gens qui sont des militants musulmans, socialistes, voire souvent communistes, en Égypte, qui sont menacés de mort, parce qu'ils luttent contre exactement les mêmes officines qu'on a en France, et qui ont appelé les Français à l'aide là-dedans, et qui essayent de mettre en place la laïcité, sont des islamophobes. Mais là, tu parles pas à la communauté, là. Tu parles à quelques têtes pensantes qui... Voilà, mais tu parles pas à la communauté. Déjà, je parle pas à des gens qu'on a nommés, je parle à des icônes populaires qui vont être aimées ou appréciées de ces communautés-là, pour commencer. D'accord, je comprends. Parce que quand tu veux t'adresser à une communauté, bien évidemment, tu t'adresses à tout le monde, mais tu t'adresses aussi à ceux qui leur parlent, quoi. À des gens qui leur parlent. Faire une interview de Bellatar va être beaucoup plus écouté par les musulmans que la dernière intervention de Darmanin et son dernier podcast avec l'imam Chalgoumi. Ça, tout le monde s'en bat les couilles. Donc déjà, ça sert à rien. Et à chaque fois qu'ils le font, c'est insultant. Donc j'aurais commencé déjà à parler honnêtement avec les gens parce que je crois que les musulmans respectent l'honnêteté, la virilité et le discours droit. Mais est-ce que tu penses que le peuple français apprécierait qu'un ministre ou un président se rabaisse comme ils l'ont fait à TPMP en allant parler à des gens de cet acabit-là? Marlène Schiappa, ça a bien été sur TPMP. Ah oui, putain, j'ai pas compris. Pour parler à qui, du coup? Fallait comprendre, Il y avait pas de... Oh merde. Ah oui, enfin... Tu peux très bien aller parler à ces gens-là, sans aller à TPMP, déjà, pour commencer. Et puis nous avons des élites intellectuelles qui correspondent, excuse-moi, au niveau de culture et d'intelligence de notre temps. Il ne semble pas qu'à l'époque, les politiciens s'empêchaient de parler avec Victor Hugo, ou s'empêchaient de parler avec Émile Zola, ou avec des figures qui n'étaient pas des politiciens, même si pour Non, Victor mais Hugo, c'est pas qu'ils doivent s'en empêcher, mais le peuple français dirait peut-être, mais pourquoi vous allez parler avec ces gens-là? La stature présidentielle ou gouvernementale oblige justement une certaine retenue, etc. On n'a pas à aller parler avec le Pékin lambda. Non, mais il faut parler aux gens. Si, ah mais je dis pas le contraire, mais comment tu veux parler aux gens sinon en fait, tu parles je aux peux gens me permettre qui les d'intervenir influencent, là-dessus parce que aussi. Ça me choque profondément. En fait, il faut bien comprendre une chose. Voilà. Nos politiciens sont des personnes que l'on paye, donc ils nous représentent. Donc ils peuvent aller parler avec n'importe quelle personne de la population, dans le sens où ils sont pas plus hauts, c'est des citoyens français qui sont payés pour nous représenter. Ils n'ont pas plus de stature que nous en fait.
C'est ça qu'il faudrait peut-être arrêter déjà, c'est de considérer que les politiciens sont au-dessus des citoyens. C'est faux, ce sont des citoyens à qui on a donné un pouvoir de nous représenter. Pas plus, pas moins. Et ils sont payés par nous. On est d'accord, oui. Ah, attends, parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui dit que je me contredis, parce que d'un côté, effectivement, oui, effectivement, peut-être que je me contredis, je dis que il faut un coup il faut dire on ne lit pas le Coran, un coup je leur demande j'irai leur demander où sont interdits les poupées sans visage. Là, c'était parce que précisément, moi qui ai lu le Coran, tu me demandes ce que moi j'aurais fait. Je te dis, un président de la République, théoriquement, ne devrait pas avoir à lire le Coran pour statuer sur l'islam. Dans un monde théorique et parfait. De faire, voilà, maintenant, je crois que malheureusement, nous allons être contraints tout de même à un certain minimum de dialogue communautaire. Même si nous ne sommes pas des Anglais, nous pourrions essayer de comprendre ce que ils ont eux-mêmes. Enfin voilà, il n'y a pas que du mauvais à prendre. Si tu as un moment, oui, si les gens se réunissent en communauté, il faut arrêter de leur parler au nom de la laïcité, il faut arrêter de leur parler au nom de choses qui ne leur parlent pas. Donc au bout d'un moment, s'il faut, on est allé trop loin en fait. Donc malheureusement, j'aimerais qu'on n'en soit pas arrivé là. Mais là, on va pas forcément avoir le choix. Oui. Et que je pense c'est du laxisme en fait qu'il y a eu. On a trop laissé faire. Là, il va pas y avoir vraiment le choix. Au bout d'un moment, il va falloir en parler. Et puis, c'est pas parce que c'est le président de la République. Le président de la République n'a pas à lire le Coran, mais tu peux très bien avoir des spécialistes de la question qui sont dans l'entourage, parce qu'un président de la République n'est pas fait pour être spécialiste de quoi que ce soit. Le président de la République est fait pour s'entourer de gens qui sont les meilleurs. Effectivement, moi je pense que c'est ce qu'on doit faire. Désolé, Zioclo, tout à l'heure, je voulais pas te mettre avant. Pas de soucis, pas de soucis. C'est juste que là, j'ai un peu froid. Je reviens du taf, et puis je dois vous avouer que là, aujourd'hui, c'est moins 27. Donc j'ai eu des problèmes logistiques à appuyer sur le téléphone. Oui, en fait, c'est exactement dans la continuité de ce que Greg vient de dire. En fait, moi, ce dont je voulais parler, c'est de me dire que historiquement, quand on a eu des problèmes, entre guillemets, avec des religions, on a utilisé dans un premier temps des méthodes coercitives. Ça a donné la révolution et l'attaque de la France par tous les organismes qui se croyaient encore pro-chrétiens, enfin pas pro-chrétiens, mais je veux dire plus chrétiens que le régime de révolution. Et ça s'est mal passé. Enfin, je veux dire, on a quand même essuyé une style grosse attaque militaire. Ce qui a marché, par contre, c'était une méthode beaucoup moins coercitive, qui était sur la discussion, justement dans la Troisième République. Et est-ce que le problème là actuellement, c'est qu'on s'embourbe avec une majorité de gens qui ne pensent qu'à la coercition, au lieu de justement, comme Greg il disait, d'y aller avec un débat, avec des dialogues, avec des discussions. On catégorise, mais au final, toutes les solutions qu'on essaye d'apporter, c'est uniquement des solutions coercitives qui vont probablement avoir les mêmes résultats que quand on les a déjà utilisées par le passé. Oui, non mais, oui, tout à fait. Ce que je pense, si tu veux, c'est qu'il faut délaïciser et défranciser notre rapport aux musulmans. C'est-à-dire que l'islam est en train de se poser une remise en question à l'échelle planétaire. Tu as des pays comme l'Égypte où la gauche tient des discours qui feraient passer Marine Le Pen ou Éric Zemmour pour des islamophiles chevronnés. Donc il faut déjà, si tu veux, clouer le bec à ceux qui font des procès en islamophobie, en fascisme, en haine, etc., ou en extrême droitise, à tous ceux qui émettent une critique de la religion musulmane. En leur expliquant que les trois quarts des pays de gauche, les trois quarts des musulmans de gauche dans le monde, ont une position qui est plutôt celle d'Éric Zemmour que celle de Jean-Luc Mélenchon, déjà pour commencer, de base. Et que une fois que tu as universalisé un tout petit peu plus le problème... Attendez, j'arrive. Vas-y. Et après, on vient me dire que moi, je suis débile avec en suivant Zemmour. Qui t'a dit que tu n'es pas débile, tu n'es pas débile. On me l'a dit dans le chat, mais bon. Oui, bah après, mais tu as souvent dit que certains Français qui ne s'adaptaient pas par rapport à leur religion ne sont pas français. Donc c'est normal que des fois on te reprenne là-dessus. Tu vois. C'est vrai que ça, dire ça, mais... C'est vrai que ça, moi, bizarre. Quand tu commences à dire des trucs comme ça, c'est chelou. C'est Pollux, des fois il s'exprime peut-être un peu mal, je ne sais pas. Ça revient à du macronisme en fait, de dire il y a une partie de la population qui a plus un droit civique pour X ou Y raison, ce qui serait complètement débile. Pourquoi pas, après c'est un peu différent parce que là c'est vraiment sur le principe de, tu sais, si t'es musulman, tu ne peux pas du coup avoir cette intégration occidentale. Mais après c'est pas ce qu'il dit, c'est genre si tu te comportes
un peu comme un musulman en France, genre comme au Bled, on va dire, pour lui, bah voilà, tu serais pas autant un Français que, par exemple, moi, si j'étais musulman, mais comme je suis là actuellement, et comme je parle, et je dis C'est une pas question de comportement, simplement. Merci Léonard pour le marathon, merci. Quand t'es à l'école et que tu veux copier les skateurs ou les gothiques, bah, tu vas prendre leur tenue, leur façon de parler, et puis tu vas t'adapter. Et tout le monde l'a vécu, et je comprends pas pourquoi au niveau de la nation, c'est pas la même chose quand même être gothique, avoir la foi. Non, mais bon, tu vois bien ce que... C'est voilà, tu intègres un groupe et du coup, bah, tu prends les trucs. Oh merde, de dérapage, pardon. Ouais, on va accueillir Lil Guero qui voulait parler depuis tout à l'heure. Je vais le démute en attendant. Voilà, Lil Guero, bonsoir. Bonsoir, le zooclodistan. Bonsoir à toi, bienvenue dans le zooclodistan. J'ai jamais trop intervenu dans des bails comme ça. Y'a pas de soucis. Mais en mode. Moi, depuis tout à l'heure, ça fait longtemps, j'écoute et tout. Oui. Et je voudrais donner un point de vue de manche pavé lyonnais, 100% lyonnais pur jus. Ça fait 3 générations, on est en HLM. Ouais. Je suis pas le comme un cul. Ce que je constate, c'est que nous, TI, moi, chez moi, il y a de tout. On est tous pareils, on se voit tous pareil. Notre seul problème, c'est qu'on n'a pas de thunes. Et qu'au bout d'un moment, bah, les clivages politiques, tout ça, ça nous bande, en fait, tout simplement. Nous, on veut juste régler nos problèmes d'argent. Et on voit qu'on essaie de nous diviser, en fait, dans la HSTI. Moi, je vais pas te mentir. Pourquoi il y a certains extrêmes pour eux, genre, je devrais voir mon voisin pas pareil parce que je suis d'une telle couleur, ou pourquoi je serais assimilé à l'envers alors que je suis juste un produit de mon environnement. Des choses comme ça qui sont quand même plutôt simples. Et qu'après, moi, mon point de vue sur l'islam, il serait peut-être biaisé. Moi, je suis pas croyant, mais mon meilleur ami est un très bon croyant. Des gens qui n'imposent pas leur façon de penser. Pas prosélyte. Normalement, voilà, etc. C'est que normalement, la religion, c'est entre toi et Dieu. Et si tu as traîné avec des bons croyants, bah, tu cherches. Ils font leur bail, ils t'imposent rien. On m'a jamais jugé, je les ai jamais jugés et tout se passe bien. Après, au quartier, ce que je peux dire, c'est que les gens, ils font ce qu'ils peuvent. Ils essayent aussi. T'as un mélange de culture entre l'Occident, l'Afrique du Nord, l'Afrique, c'est très vaste. Chez moi, il y a de tout. Il y a des Asiatiques, il y a des gens de l'Est, voilà. Et peut-être que c'est par mimétisme, déjà, de base, que peut-être les gens se retrouvent là-dedans et que beaucoup de gens aussi pratiquent la religion par fétichisme au lieu de juste se concentrer entre eux et Dieu. Et on le constate au quartier et que c'est dommage qu'on en vienne à stigmatiser toute une religion alors que le problème, c'est plutôt... comment les humains se servent de la religion à leur fin plutôt que la religion en elle-même, peu importe la religion. Et que je pense qu'ici, la plupart, on est tous des prolos, on est tous dans la merde, peu importe ce que vous pensez. Et que c'est bien beau de parler de tous ces sujets-là, mais le jour où on sera tous d'accord qu'on en a marre, peu importe d'où on vient et ce qu'on pense, et qu'on va aller faire une petite... foutre la merde, mais en vrai, parce que c'est beau de parler de tout ça, voilà. Après, moi, je suis... Après, je ne suis rien, moi, je suis pas un pélo qui va... c'est compliqué de dire de lancer une révolution derrière son ordinateur, je suis pas fou, tu vois. Et puis t'es pas sûr que ça réussisse, hein. Voilà, ça nous... peut être violent, voilà, ça exactement, peut être complexe, exactement. Il faudrait essayer de faire ça sans trop de violence, évidemment, mais voilà, en gros, on mange des pavés, et on en parle, mais tout ce qu'on fait, c'est manger plus de pavés. Et que j'ai pas envie d'être divisé avec mes copains du quartier parce que moi je suis comme ça et lui il est comme ça. On est tous pareils au final. Et on vit tous dans la même merde, donc unissons-nous. Voilà, là-dessus, je pense qu'on sera tous d'accord. Vas-y. Voilà. Et demain, il y a le live de Shadow Ombre à 21h. Oui. Voilà. Représente Shadow Ombre. Alors d'ailleurs, Shadow Ombre, petit espace publicitaire pour Shadow Ombre en attendant JSPC, du coup, il y a des gens qui sont là, Shadow Ombre, qui vulgarisent tout ce qui est anthroposophie, théosophie. Il a même fait un truc sur le wahhabisme, etc., parce qu'il parle aussi de sa religion, parce qu'il est aussi musulman d'ailleurs, mais ce n'est pas ce qu'il définit vraiment. Ce qu'il définit, c'est vraiment le travail sur l'anthroposophie et toutes les dérives des néo-spiritualités en fait. Donc je vais vous mettre ça, c'est une super chaîne de vulgarisation. Il est en train de se professionnaliser, semblerait-il, en plus, de plus en plus. Donc voilà, Shadow Ombre, je vous le mets
en référence. Je vous invite à aller voir, c'est vachement bien. Après, les anciennes vidéos sont peut-être moins chiadées que celles de maintenant, mais je vous incite vraiment à aller voir si vous aimez tout ce qui est ésotérisme, un peu magie, machin, new age, spiritualité, voilà, les trucs un peu chelous. C'est le meilleur, voilà. C'est vraiment le ponte. C'est un ami de Grégoire Perra, c'est le ponte. Il est invité dans les trucs de zététique justement pour parler de ces sujets. Il est souvent, voilà, c'est le ponte. Donc allez voir Shadow, c'est vraiment une tuerie. J'aurais une question pour toi. Puis vote Zemmour, comme ça vous serez intrigué. Non, je rigole, c'est pas vrai, mais voilà, allez-y, si c'est vrai, si, vote Zemmour, allez-y. J'aurais une petite question qui est totalement hors sujet, mais est-ce qu'un jour, moi je m'y connais pas grand-chose dans la vie, mais je sais que la musique ça touche beaucoup de gens. J'ai vu que, j'ai constaté ton passé, j'imagine que t'es allé en teuf, tout ça, les rapports à la musique sont intenses, chez les gens... C'est important dans la vie des gens. Et juste à parler de rap, etc. Et moi, un de mes seuls sujets que je connais, c'est ça. Et j'aimerais bien, pas forcément moi, mais je sais qu'on peut pas tout le temps parler des choses plus importantes, mais faire une petite bulle un jour de 30 minutes. Ça va arriver. On va recevoir un gars qui a fait les refrains du 113 normalement. Ah ok, d'accord. Voilà. Parce que moi, après, je rends la parole, mais moi j'ai une question pour tout le monde. Vas-y. Si je vous dis que la musique, la trap musique qu'on entend depuis 10 ans en France, ça fait 40 ans que ça existe. Est-ce que vous me croyez ou pas? Bah oui, largement, avec Atlanta, les phénomènes bah oui. Bah, les phénomènes de désindustrialisation, les crack house, après il y a plein de choses, il y a plein de phénomènes qui ont... Memphis, Houston, plein de villes différentes, etc. Voilà, et du coup il y a des villes justement qui ont été désertées un petit peu, comme ça, et du coup il y a des phénomènes musicaux qui se sont créés là-bas, et par exemple la trap, il y a d'autres trucs, en fait, le principe de ralentir le scud, etc. pour avoir des sons spécifiques. Screw, DJ Screw. Et donc tout le phénomène cloud aussi, il y a plein de choses en fait, donc c'est oui, bien sûr. Il y a beaucoup de mots fourre-tout, il y a beaucoup de sous-genres aussi du rap qui sont nommés de certaines manières, mais ça veut pas dire grand-chose. C'est très vaste et ça a influencé toute la musique qu'on entend maintenant et pas beaucoup de gens le savent. Et ça devient pop en fait, quoi. Ça devient même la nouvelle pop au niveau des sonorités trap, etc. 3-6 Mafia, oui. Dans la pub, on entend des 150-160 BPM avec des grosses basses et ça, comment ça se fait? Ça fait que maintenant que ça se passe. Parce que ça résonne bien, quoi. C'est des bons sons, donc ils se sont rendus compte que oui, effectivement, ça. Ils ont mis du sonore, c'est important. La 808, effectivement, qui est très. En France, on nous a nerfé un peu les informations sur le hip-hop. C'était qu'on parlait que de la côte est, de la côte ouest. Il y avait une certaine. Après que DJ sur Dynasty, un style spécifique, voilà, sur des styles très spécifiques, quoi. Que DJ Dynasty, quand il est allé au début à New York, il posait des scuds de CD français fin des années 80 et tout, puis après il a fait ses bails avec Radio Nova, bref, c'est pas ça le problème, c'est qu'après ils ont repris les médias du rap, etc., ils sont concentrés que sur certains styles et ça a occulté tout un pan de la musique américaine et c'est franchement dommage parce que les gens ils croient que la trap ça a apparu d'un coup, que les gens d'un coup ils sont mis à rapper vite comme ça, et que d'un coup il y a plein de... Non, ça fait très longtemps, voilà. Et j'aimerais qu'on en parle et qu'on représente. Moi, on va sûrement faire une soirée musicale, un truc comme ça. Justement, on va recevoir du coup sûrement ce gars-là. Alors après, on va attendre un petit peu pour vraiment l'annoncer. Mais oui, on va sûrement faire des soirées un petit peu aussi différentes au fil du temps. Et même pourquoi pas recevoir des musiciens, des trucs comme ça, hein, ça serait cool, quoi. Arrêtez tous de vous foutre sur la gueule et unissez-vous les prolos. C'est ça, c'est important. J'aimerais bien rebondir sur ce qu'il a dit Lil Quero en fait. J'aimerais témoigner en fait d'un sentiment qui est le mien. C'est tout à l'heure je me faisais une réflexion, mais ça fait déjà plusieurs mois en fait. J'ai l'impression que les jeunes là, les gens qui ont entre 15 et 35 ans, on va dire, on est une génération. Moi j'ai la trentaine. Je suis dans ma petite trentaine. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de se faire baiser la gueule, en fait, depuis très longtemps. Et que du coup, en réalité, ça commence à être, comment on dit, ça commence à être pesant, parce que du coup, on réussit pas à faire des projets à long terme. Là, toute cette anxiété, en fait, qui est dans la société, vraiment est en train de commencer à nous grignoter, à nous détruire petit à petit. Et ton message, tu vois, il est très optimiste. Il dit, il faut qu'on se respecte et tout. Donc moi, je te remercie parce que ton message, il est super. Mais au-delà de ça, puis tu as parlé un petit peu de révolution. Ça, je ne crois pas trop parce qu'on a encore trop à perdre avant de se lancer dans une révolution. Par contre, c'est vraiment réussir à faire la révolution dans notre esprit. C'est-à-dire de lutter en fait contre toutes les choses qui sont en train de nous miner le moral, les difficultés de la vie, les choses qu'on est en train de nous imposer. Parce que
il y a eu des belles années en France, et peut-être que ces années elles vont revenir, et on est juste en fait dans une étape qui est un peu critique, mais il faut qu'on soit fort en fait pour avancer. Et là, en fait, tout ce qui est en train de se passer avec les restrictions liées au Covid, toutes les actualités économiques, politiques, des fois c'est un petit peu trop. Donc je pense que c'est bien d'essayer de prendre un peu de distance avec ça pour pouvoir se concentrer sur ses affaires personnelles et de façon à pas péter un plomb. Bah déjà qu'on n'a pas de thunes, en plus on se fout tous sur la gueule, on a perdu, on joue le jeu qu'on nous impose, enfin ça casse les couilles quoi, au bout d'un moment c'est tout. On n'a pas d'argent, on va pas en plus se foutre sur la gueule parce qu'on vient pas des mêmes endroits au bout d'un moment, bordel de merde. Ou qu'on n'a pas les... Mais oui, mais j'entends très bien ton message, mais il y a plein de Français qui ne peuvent pas l'entendre, tout simplement, parce que... ça y est, il a cassé le... Non, mais je suis désolé, genre, mais... pourquoi là, c'est bien ce qu'il dit. Il dit juste, Oui, voilà, non, mais... entre prolos, déjà, on se nie, après, on s'en fout. Ça, je suis d'accord, je suis d'accord qu'il faut faire une espèce de grosse révolution, mais... Il dit pas, faut s'unir aux islamistes, il dit même, ils sont fanatiques par fétichisme. Enfin, non mais je te dis, mettre au même endroit des gens de différents horizons et ne pas établir une façon de vivre commune. J'ai mis une musique épique, hein. Je chantais le drame arrivé, hein, monsieur Pollux. Moi je suis désolé, mais il y a plein de gens qui te disent, mais par exemple, pourquoi aujourd'hui il y a trop de gens des cités qui sont représentés dans les prisons? Pourquoi ce sont eux qui font beaucoup de crimes et du coup on se dit, mais il n'y a pas un rapport avec l'islam? Pourquoi non, mais quel rapport en fait, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est toutes ces questions qu'il faut répondre en fait. On peut déjà répondre que la criminalité. Monsieur Pollux, attendez. Oui, vas-y, Senju répond. Est-ce que la criminalité. Senju d'abord. Senju d'abord, après Ascarod. Je vais dire un truc très simple. La criminalité et l'islam, comment tu peux trouver le rapport entre les deux? Par contre, le rapport entre la pauvreté et le crime, là je peux le comprendre, ou le manque d'éducation. Mais si tu me dis que l'islam, si tu me dis que l'islam en fait est responsable de la criminalité, tout simplement. Ça de façon logique. Non, mais je veux bien t'expliquer ça. Oui, mais attends, ce que je voudrais c'est que tu sois très factuel et que tu ne sortes pas des arguments de ton boule en fait. Voilà. Je veux bien t'écouter, mais c'est pas grave. C'est une réponse. Lily Guerrero, tu voulais réagir? Et après, ce sera Greg. Voilà, comme ça, il réintroduit dans le débat. Déjà, de ce que j'ai compris, Pollux, il dit pas ce qu'il pense, il dit que certains Français pensent comme ça. Donc bon, alors là, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais en attendant, la criminalité, c'est un mélange de haisse et de manque d'éducation. Des parents qui ont abandonné, ou au contraire, des parents qui travaillent toute la journée, et leur gosse, il fait ce qu'il veut. Heureusement que moi, personnellement, j'ai eu des parents aimants qui se sont occupés de moi, qui a fait que j'ai pu faire des choix particuliers qui m'ont empêché de traîner en bas de chez moi. Si j'avais pas eu mes parents, je vendrais du Tamien comme tout le monde. Je serais un jogging Lacoste, un TN, et je vous parlerais pas à la radio, en fait, tout simplement. Voilà. Oui, et puis je voudrais ajouter aussi un truc, c'est qu'on peut inclure, en l'occurrence, l'islamisme et tous les problèmes liés, pas à l'islam en lui-même, à l'islamisme, au manque d'éducation justement, parce que en général les gamins qui tombent là-dedans, c'est souvent des gamins qui sont abandonnés par l'éducation nationale ou que dont les parents ont beaucoup de problèmes, et c'est-à-dire que la question économique elle surplombe un peu tout ça, et puis les questions culturelles en général elles finissent par s'imbriquer dans ce nœud-là, quoi. Donc on doit tenir compte des préoccupations de tout le monde concernant le racisme, concernant l'islamisme, etc. Mais ça ne doit jamais nous faire conclure à un pessimisme historique qui consisterait à penser que l'union n'est pas possible, parce qu'au final, oui, les intervenants précédents ont raison, on est tous dans la même merde. Ça, on va pas pouvoir y couper. Et... je veux dire, la guerre civile ne profitera qu'à quelques-uns et certainement pas à la majorité. Ouais, vous ne pouvez pas y arriver. Greg? Non, mais je comprends. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de lien entre l'islam et la délinquance, ou qu'il y a un lien systématique entre l'islam et la délinquance. Encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui se situe entre les deux. Tu veux un lien? Oui, il y a une surreprésentation dans les prisons de gens dont la religion est l'islam. Mais paradoxalement à ça, aucun des comportements des délinquants, des gens qui sont en prison, cautionné moralement dans l'islam. C'est ça. Voilà. C'est tout un paradoxe. C'est un peu ça sur lequel je voulais rebondir.
C'est une religion, tu voles une pomme, on te coupe une main, et paradoxalement, il y a quand même beaucoup de voleurs en prison qui se revendiquent dans l'islam. Donc il y a bien un moment où il y a congruence, où il y a dichotomie, il y a complexité. Oui, ils sont dans le paradoxe. C'est tout ce que je voulais dire. C'était un peu ça que je voulais répondre à Monsieur Pollux. C'est en fait, est-ce que cette criminalité-là est pas une nécessité pour ces gens-là? Est-ce que pour une énorme partie des gens qui sont dans le système carcéral, est-ce que c'est pas le seul moyen qu'ils ont de finir par... Attends, Monsieur Pollux, s'il oui, te plaît. non mais je le sais, mais regarde, si tu prends individuellement quasiment tous les cas dans les prisons qui auraient pu être évités s'ils avaient eu un cadre ou une éducation, ou peu importe la façon qu'on aurait pu socialement les aider plus encore que ce qu'on fait maintenant, est-ce que les prisons seraient aussi remplies? En tout cas, il ne serait pas forcément rempli de ces gens-là. Mais moi, ce que je tiens à signaler... Mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, ça voudrait dire que le problème, il est posé à l'envers, en fait. Et qu'en fait, c'est pas... il faut pas qu'on essaye de trouver une source commune à ces problèmes-là, mais qu'on essaye de diminuer les sources externes qui font qu'autant de gens finissent en tôle. Je pense aussi. Donnez-nous des sous, les gens ils sont plus en prison. Il y a comment à noter. Attendez 2 secondes. Il y a Maïgaskia qui me demande d'activer son micro. Je veux bien, mais dis-moi ton pseudo en fait, parce que là comme ça je vais pas deviner qui tu es. Je sais pas qui. Oui. Alors si tu lisais, c'était le même que sur le chat. Ah oui, je l'avais pas vu. Et bah ouais. On va pas voir, il y a du monde là. Il y a du monde qui veut parler. Et s'il vous plaît, ne coupez pas la parole parce qu'il y a du monde qui veut parler. Je sais que voilà, quand il y a du monde qui est là, ça excite les gens. Mais voilà, essayez de vous parler. Maïgaskia. Ok, Maïgaskia, on t'entend pas. Maïgaskia, dis-moi que tu parles pas. Dis-moi que t'as pas encore branché le micro. Et si... Ok, et ben je vais te laisser voir sur le bouton pour parler. Au niveau... ouais, au bouton push to talk. Ce qui n'est pas pratique. Non. Puis-je avoir mon tour de parole alors? Parce que je devais répondre. Vas-y, réponds. Alors, moi, quand on me demande la question... Quand on me répond la question, on me demande la question pourquoi l'islamisme ou alors l'islam est relié justement avec la délinquance. Je dirais qu'en fait c'est un tout, comme disait Greg, c'est qu'il y a à la fois l'économie, il y a à la fois l'environnement, il y a à la fois le communautarisme, donc le culturel. Donc c'est un tout qui s'imbrique l'un dans l'autre, qui se recroqueville sur lui-même parce qu'ils ont la possibilité, par les cités, par le communautarisme, par la religion, par leurs origines, leur langue commune. Donc du coup, c'est plus... Mais oui, c'est un espèce de millefeuille. Et en fait, quand... Non mais c'est vrai, mais la vie est comme ça, c'est un millefeuille permanent. Arrête, on fait pas de pâtisserie. Mais et justement, moi ce que j'aime pas, c'est que d'un coup on me dit les gens de cité sont des vrais malheureux, il faut les victimiser. Et comme je viens de t'entendre dire, Lil Géo, donner des sous, bah oui, je suis bien d'accord, donner des sous, mais en mettant des milliards... Ah si, il y a pas longtemps, il a dit. Si, j'ai dit ça. Oui, mais il a dit ça pour rigoler, mais avant, non, mon message... Oui, mais bon, ouais. Non, mais je comprends, non, mais tu vois ce que je veux dire, en fait, c'est vraiment donner des sous, parce qu'au final, ça va résoudre les problèmes. Je réduis ça. Mais derrière, non, mais voilà, derrière, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que ça ne résout pas le problème au final, avec des sous en plus, quoi. C'est comme si je disais, toi, tu veux juste dire que genre les musulmans, ils peuvent pas être français, voilà. Imagine, je dis ça. Non, pas vrai. Moi, je dis pas ça. Bah oui, il a pas dit ça non plus, tu peux pas dire qu'il a dit ça. Tu veux que je te réponde à ça, Pollux? Non. Vas-y. Si. Bah tiens, ferme ta gueule. Je vais le faire quand même. Voilà. Si jamais le mec qui est en zonzon, parce qu'il est tombé dans la criminalité, parce qu'il arrivait pas à s'en sortir, parce qu'il voulait de la thune, et qu'il en avait pas, un mec en prison, ça coûte cher à l'État. Si plutôt que de le mettre en prison, bah, c'est à ça que ça sert les allocs en général, hein. C'est justement pour éviter que tu tombes dans la délinquance, des trucs comme ça, que t'ailles voler ou tu tues quelqu'un pour le dépouiller parce que t'es en train de crever de faim. Parce qu'après, bah, l'État il doit te gérer, il te fout en prison, ça lui coûte encore plus cher. Oui, donc si au final le fric, y a... Puis après, il n'y a pas que ça dans la délinquance. T'as rien qui dit, ça se trouve, le mec il est dans la religion aussi parce qu'il a besoin de croire à quelque chose, parce que c'est le seul truc qui le fait tenir, parce qu'il est malheureux dans sa vie, il a pas ce qu'ont les autres. Ça t'en sais rien, quoi. Tu peux pas dire c'est ça. Mais justement, ce qu'on est sûr. J'ai bien dit que c'était un millefeuille. À l'heure actuelle, ce dont on est sûr, c'est que quelqu'un qui a pas de thune, bah oui, il peut pas être heureux en fait.
On dit l'argent fait pas le bonheur. Ouais, mais exactement, quand tu me dis il faut pas prendre uniquement sa religion comme seul truc, mais prends pas l'économie comme seul truc, c'est pareil. C'est pas uniquement la pauvreté des gens qui fait qu'elles se comportent comme ça. Non, il y a en partie la communauté, il y a en partie l'origine sociale. Arrête. On se calme. Maïgaskia. Es-tu parmi nous? Oui, vous m'entendez là ou pas? Ah, bah voilà. Oh, je suis passé sur mon téléphone, c'était trop compliqué. Pas de soucis, t'inquiète. Alors. Du coup, le temps que je trouve le moyen de me connecter, vous avez changé de sujet. T'inquiète, vas-y, reviens sur ce que tu voulais dire. Pas de soucis. C'était surtout pour répondre à Greg Tabibian. Parfait. Donc, à un moment, quand il a évoqué les poupées, moi, j'aimerais lui répondre un truc. Si, sur la polémique des poupées sans visage, en fait, il ne devrait pas y avoir de sujet. En France, on devrait avoir le droit d'acheter une poupée avec ou sans visage pour tout le monde, celui qui veut, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Et j'ai pas besoin qu'on me demande de justifier si c'est dans le Coran ou pas. En fait, moi, je veux être libre en France. J'ai pas besoin que Greg Tabibian ou qui que ce soit d'autre comprenne pourquoi je fais un acte pour avoir le droit de le faire. Et j'ai pas besoin de convaincre Greg Tabibian de mon besoin d'une poupée sans visage pour avoir le droit de le faire. Et moi, je pense que en général, sur quasi toutes les questions de l'islam, si on réfléchissait comme ça, il n'y aurait pas de souci, en fait. Non, parce que, attends, tu es bien d'accord que quand on en est à un niveau de, c'est pas dans le sens négatif, de fondamentalisme, au point qu'on ne peut pas concevoir de vendre une poupée avec un visage à des enfants, c'est que derrière, il y a une proximité idéologique potentielle avec une certaine radicalité qui nous a frappé et qui nous frappe encore sur le territoire français. Je vois ce que tu veux dire, mais jusque-là, c'est normal. Aucun musulman n'a demandé l'interdiction de la vente de poupées avec visage. Les deux peuvent coexister. Et moi, enfin, honnêtement, sur cette question, je m'en fous. Je sais que je suis musulman, je sais que dans l'islam, c'est pas recommandé, mais c'est pas non plus le truc que si tu le fais, tu vas en enfer. On ne dit pas ça. Enfin, j'ai eu des poupées chez moi quand j'étais gamin. Voilà, c'est pas le truc le plus grave. Mais justement, ce n'est pas grave du tout que les musulmans le veuillent ou non. Les deux devraient pouvoir coexister, que ça ne devrait pas faire débat en fait. Je ne suis pas sûr. Alors explique-moi pourquoi des pays comme le Maroc vont interdire ce genre de dérive. Alors, ça aussi, c'est un argument que tu as utilisé. Moi, je réponds tout le temps à ça. Ben, on n'est pas au Maroc, en fait, on est en France et on n'est pas mon idéal. Moi, je veux pas que la France s'inspire du Maroc ou de l'Arabie Saoudite ou de l'Iran. Parce qu'on nous sort toujours un pays étranger à majorité musulmane pour nous dire ils ont fait ça. Vous dites quoi à ça? Mais en fait, je vais pas dire que je m'en fous du Maroc. S'il y a des Marocains qui le prennent pas mal. Mais en fait, oui, je m'en fous de comment les Marocains gèrent leurs lois. Je ne suis pas marocain, en fait. Mais bien sûr. Mais c'est pour te dire que tous ceux qui vont dire qu'une critique de ça relève automatiquement de l'islamophobie, c'est pour ça que je leur renvoie cet argument à la gueule. Je leur demande si des pays comme le Maroc sont des pays islamophobes. Ok, tu remarques que ces gens-là que je veux couper l'air pour les musulmans, c'est à ceux qui vont hurler et parler à la place souvent des musulmans en disant dès que vous allez critiquer un comportement, c'est forcément que vous êtes la vieille extrême droite réactionnaire française. Non. Est-ce que, encore une fois, le Maroc est un pays islamophobe? Est-ce que l'Égypte qui condamne et dont les militants de gauche disent que certaines interprétations de la charia doivent être abandonnées sont des gens horribles d'extrême droite? Non, ce sont des militants communistes. Il faut arrêter. Alors, moi, ce que je réponds à ça, justement, je dis, enfin, sur les mérites de France, il y a écrit liberté, égalité, fraternité. Sur le côté liberté, moi, c'est sur ça que je joue, en fait. Que tu sois musulman ou pas, c'est pour ça que je ne rentre même pas dans le lien avec la religion. C'est pour ça que je disais à l'écrit, il n'y a pas besoin de vérifier. Je suis d'accord avec toi, on ne lit pas le Coran en France. On est un pays laïque où on n'a pas besoin d'aller lire dans le Coran ou dans n'importe quel autre livre religieux ce qu'on a le droit de faire ou pas. Et justement, si tu as d'autres raisons d'interdire une poupée avec un visage, cite-les-moi en fait. Si tu as des raisons d'interdire la vente en France de poupées avec ou sans visage, ou n'importe quel autre comportement lié à des musulmans en France, quel serait-il par exemple là, sans faire référence au Coran ou quoi que ce soit, ou si tu veux... La légitimité majoritaire. La légitimité majoritaire. Si les gens musulmans, y compris de ce pays, ne souhaitent pas qu'une telle pratique culturelle ait lieu en France, cette possibilité doit être écoutée, prise en compte, et démocratiquement prise en compte. C'est tout. C'est juste une légitimité des gens. Il faut arrêter de se cacher derrière la laïcité et le fait que la France serait une sorte de... La liberté, moi. Même la laïcité, j'aime pas trop, parce que je trouve que, telle qu'elle est utilisée,
c'est pour justement nier certaines libertés. Et c'est pour ça que moi aussi j'ai aussi je mets des limites à la démocratie, parce que démocratiquement on peut voter des horreurs. Je dis pas qu'interdire une poupée c'est une horreur, mais par exemple je suis anti-peine de mort. Et il me semble que quand on l'a interdit en France, démocratiquement on n'aurait pas dû, vu que la majorité des Français étaient pour la peine de mort. Et je sais plus si c'était Giscard ou Mitterrand qui l'a interdit, mais moi je pense qu'il a eu raison d'aller contre la volonté populaire à ce moment-là. Et ce serait le cas aussi pour les... Bon, je suis sur l'exemple des poupées, même si c'est un sujet anodin, mais je pense qu'au nom de la liberté et au-delà de la démocratie, même si la majorité des Français sont pour qu'on interdise les poupées, je pense qu'il ne faudrait pas le faire parce que la liberté des individus doit être plus importante qu'un concept démocratique en fait. Et c'est pour ça que même si du coup je suis musulman, j'ai rien contre les travailleurs du sexe, les personnes trans ou je ne sais. Enfin, moi, les gens font ce qu'ils veulent en fait. Et justement, je veux garantir qu'en France, j'ai le droit de faire ce que je veux si jamais ça ne nuit à personne. Et je suis désolé si 80% des Français sont contre, je veux quand même pas qu'on interdise. Je pense que les gens comprendraient que c'est pas parce qu'on est contre quelque chose qu'on doit accepter qu'on l'interdise. Si 80% des Français trouvent la couleur rouge moche, ils vont quand même pas voter pour l'interdiction du port de t-shirt rouge. Même s'ils sont contre, même s'ils le trouvent moche. Parce qu'ils savent que la liberté des 20% qui peuvent trouver le rouge beau est quand même plus importante que leur confort de ne pas croiser des t-shirts rouges dans la rue. J'utilise t-shirt rouge, mais je peux dire voile. T'es contre le voile, 80% des gens sont peut-être contre le voile, mais 80% devraient se dire, je mets de côté mon désir de ne pas croiser de femmes voilées, parce que je mets au-dessus de ce désir la liberté des quelques 20% des femmes qui souhaitent se voiler. Tout comme je dois protéger la liberté de celles qui ne souhaitent pas se voiler. Je suis d'accord. Maintenant, je vais te poser quelques contre-arguments. Déjà, oui, effectivement, il y a des gens qui sont allés contre la volonté majoritaire du peuple et qui ont eu raison. Il y a aussi, et c'est la majorité, c'est même 99%, c'est ce que nous vivons tous les jours, des gens qui sont allés à l'encontre de ce que veulent les gens pour les niquer. Parce que c'est aussi l'argument de Daniel Cohn-Bendit. C'est l'argument de tous les sociotraîtres depuis 40 piges qui disent le peuple est con, le peuple a tort, le peuple est beauf, le peuple est débile. Donc oui, effectivement, on peut ressortir cet argument de la peine de mort, mais on va quand même pas... Si tu veux, c'est l'exception qui confirme la règle, peut-être, aussi. C'est que des fois, on a eu raison, effectivement. Aussi, très rarement, dans notre histoire, nous avons eu beaucoup plus de fois tort de nous opposer à la volonté majoritaire que nous n'avons eu raison de le faire. C'est vrai, c'est pour ça que ça peut pas être une boussole. Je peux prendre un exemple qui va, je pense, te convenir, c'est le fameux référendum de 2005, où justement nos élites ont juste considéré que on a été cons d'avoir voté non, ils ont choisi à notre place. C'est pour ça que je dis, la démocratie n'est pas une boussole, c'est peut-être un objectif, mais c'est pas une boussole, mais je pense que la liberté peut être une meilleure boussole. Ah bah non, les gens... Je pense pas, parce que la liberté, c'est un concept philosophique qui peut se théoriser et qu'on théorise depuis à peu près 4500 ans d'Occident. La démocratie, au bout d'un moment, c'est un mode de système électif, il s'applique ou il s'applique pas. Donc la démocratie, ça se débat pas. Enfin, tu es en démocratie ou tu n'es pas en démocratie. Il y a des critères objectifs codifiés depuis Socrate qui te permettent de dire qu'est-ce qu'est la démocratie, qu'est-ce qu'est pas la démocratie. Donc au bout d'un moment, je pense que c'est plus la démocratie, c'est le contraire, c'est du concret, c'est du factuel. Est-ce que les gens décident de... Est-ce que le pouvoir appartient au peuple ou est-ce qu'il n'appartient pas au peuple? La liberté, il y a des philosophes, si tu veux, on peut en débattre, on a passé sa vie à poser la question. Donc, moi je dis juste c'est un continuum. La Suisse peut être considérée comme plus démocratique. Et la vraie démocratie, c'est justement quand il n'y a pas d'élus et que les décisions sont prises en commun par une assemblée de tous les citoyens. C'est comme ça que ça se faisait de la démocratie athénienne, même si tout le monde n'était pas citoyen. Mais on s'éloigne. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que si on réfléchit, même si on peut mettre en avant une sorte de tolérance, concrètement, en fait, si personne ne m'oblige à acheter une poupée avec ou sans visage, je veux surtout pas qu'on m'interdise. En fait, je pense que certaines choses ne devraient pas être légiférées et laissées justement au libre choix des gens, en fait. Oui, mais nous ne sommes pas une société intégralement libertaire. On devrait. Faut oublier parce que tu dis, il y a le mot, le mot, effectivement, il y a la liberté dans la devise de la République française. Mais la devise de la République française n'est pas liberté. La devise. Égalité, fraternité. Il n'y a même pas laïcité. Et comment tu fais la fraternité avec le communautarisme et avec le séparatisme?
La République est claire, elle ne reconnaît pas et elle combat le communautarisme. C'est pas simplement la liberté de la France, c'est l'abandon du communautarisme. Ça, je suis d'accord, c'est un petit peu l'état d'esprit en France, mais moi je ne suis pas pour cet état d'esprit. Après, c'est pas bien vu de le dire, mais je préfère justement le communautarisme à l'anglo-saxonne, à la Canada, à les États-Unis. On est tous d'accord. Mais du coup, en France, ce ne sont pas les règles. Oui, je sais, mais jusqu'où on peut aller en fait? On revient à discuter de ce qu'il y a sur des têtes de poupées. Du voile des jeunes filles. Des têtes de poupées, tu sais très bien que si on en est à discuter sur des têtes de poupées, c'est parce qu'il y a eu Charlie Hebdo et le Bataclan. Si demain les Chinois vendent des poupées sans yeux, tout le monde va s'en battre littéralement les couilles, encore une fois. Les témoins de Jéhovah faisaient des dessins animés, tu sais, sur la magie, la magie noire et tout, mais il y avait quand même du debunk de ça, tu sais, c'est-à-dire que la Mivilude et tout était dessus, voilà quoi, c'est malgré tout. Globalement, je pense qu'en France, on a peur de quelque chose dont on ne devrait pas avoir peur. J'ai un pote qui a fait une partie de ses études aux États-Unis, qui a commencé ses études en France, il a fait un échange aux États-Unis, il était surpris, choqué de voir que dans son université, en fait, il y avait une asso de musulmans, une asso de juifs, une asso de cathos, et qu'il y avait une mosquée, une chapelle, dans l'enceinte même de l'université. Et en fait, quand tu vis ça, tu te rends compte que ça ne pose pas de problème, et tu te rends compte qu'en France, ça hystérise le débat. La présidentielle, il y a des, je sais pas moi, il y a des SDF, des jeunes qui meurent de faim, et le principal débat de la présidentielle va finir par être l'islam ou l'immigration pendant tout le truc, quoi, en fait. Alors que si tu te débarrasses de ça en faisant accepter aux gens que c'est pas grave, en fait, qu'une jeune femme veuille porter le voile et le porte, où qu'elle soit, même la jeune fille de l'émission, là, M6, moi, je m'en fous qu'elle plaide devant un juge, enfin, en étant avocate avec un voile. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit une bonne avocate, si jamais demain c'est mon avocate. En fait. Je m'en fous que la caissière de Carrefour porte un voile, tant que quand elle scanne les produits que j'achète, elle les scanne bien. Son voile ne l'empêche pas de bien scanner. Parce que une vision économiste. En France, on n'a pas une vision économiste du truc. C'est pas parce que ça, c'est le monde de Macron, c'est de dire vous pouvez faire ce que vous voulez tant que vous rapportez du pognon ou tant que vous faites bien, que vous avez bien votre place dans la société. La France, ce n'est encore une fois pas ça. La France, c'est de sacrifier même parfois certaines libertés pour la fraternité. C'est ce que nous faisons en permanence. J'ai pas le droit d'être bourré dans la rue. Je pense pas que ça fasse avancer la fraternité, parce que ça fait que crisper les gens. Aujourd'hui, il y a du repli. En plus, le truc, c'est même, par exemple, on dit fraternité et tout, l'école laïque, la plupart des musulmans sont dans des écoles publiques, mais à force de faire des lois comme interdire aux jeunes filles de porter le voile, les musulmans, moi quand je vais à la mosquée, il y a tout le temps des collectes pour faire des écoles, pour que justement nos jeunes filles, si elles le souhaitent, puissent porter le voile. Et du coup, la conséquence factuelle de la politique menée contre le communautarisme entraîne directement le communautarisme. On va faire nos propres écoles, c'est pas interdit, et du coup, voilà, les petits enfants cathos ne pourront peut-être plus croiser de petits enfants musulmans. C'est juste par manque de thunes, hein. Pour construire des mosquées, des écoles, il y a la volonté des communautés musulmanes, elles ont juste pas de thunes. On fait des collectes pour faire ça. Et si demain on a la thune, en fait, c'est ça qui va entraîner le séparatisme. Ça ne dérange pas. Moi, je suis pas si extrémiste que ça. Hein. La question du voile, bon, j'ai pas d'enfant, mais si ma fille souhaite le porter, ça ne me dérange pas. Mais si dans sa classe, une fille porte une croix, ça ne me dérange pas. Si un petit garçon porte une kippa, ça ne me dérange pas. Vous voyez ce que je veux dire? On peut tous vivre ensemble si... En fait, je suis d'accord, on n'a pas la même conception. J'aimerais juste répondre à Greg pour compléter ça. Tu as dit la devise française, c'est liberté, égalité et fraternité. Mais la devise française, elle est plus ancienne que les problèmes d'immigration que connaît la France. Est-ce que fraternité, on parle pas de fraternité du point de vue social, à l'époque où justement la classe bourgeoise a détrôné la noblesse pour prendre le pouvoir, et c'était dans une idée d'égalité entre les hommes par rapport à leurs conditions sociales. Donc est-ce que là on n'est pas en train de dévoyer en fait la devise française parce qu'on est dans une situation différente? Ouais, enfin tu oublies quand même que dans la fraternité des révolutionnaires, il y a surtout une énorme dimension nationaliste. Bien après, c'est plutôt sous Napoléon. Après, je ne connais pas. Les enfants de la République, nous nous considérons tous français et les autres sont tous nos frères parce que nous avons une nationalité commune et un pays que nous aimons et que à l'époque nous allions défendre dans le sang. Donc c'est quand même autre chose qu'un rejet de la République. C'est toujours le cas parce que regarde, quand il s'appelle Karim, c'est Karim ou Mohamed Merabé qui est mort le même soir des attentats du Bataclan. C'était un policier musulman, il me semble.
les musulmans qui sont dans l'armée française, qui vont se battre pour le drapeau français, il y en a aussi, que ce soit des Noirs, des Maghrébins ou d'autres, même des personnes blanches qui sont musulmanes. Ils sont en fraternité. Donc pourquoi est-ce que... Couper son visage à leurs enfants? Comment? Tu penses que les musulmans patriotes qui servent dans la Légion étrangère donnent des poupées des poupées Non, sans... je ne pense pas. Je pense que c'est une importation. Je pense que c'est une importation qui vient du Moyen-Orient, qui est liée en fait à une doctrine, enfin, ou à un dogme qui appartient quand même à l'islam, hein, que ce soit le salafisme ou le wahhabisme. Et effectivement, c'est une importation. Après, comme l'a dit Megaskia, c'est pas quelque chose de très important finalement. Il y a beaucoup de la plupart des musulmans en France, ils vont offrir des Barbies et elles vont être blondes aux yeux bleus. Ils en ont un peu rien à faire, la majorité des musulmans. Donc au final, c'est un non-sujet. Mais c'est une façon de plus de ramener les musulmans sur le devant de la scène, parce que là, en fait, il y a plus assez d'actualité sur notre gueule en ce moment, c'est tout. Oui, moi en plus, je dis que les politiques s'en servent. On sait bien que c'est agiter un chiffon rouge, mais que, on va dire, des individus du peuple, comme moi, enfin, je sais pas, Greg. Moi, je préfère qu'on soit main dans la main avec Greg pour appliquer la fraternité en allant en faisant augmenter les impôts des super riches pour redistribuer puis qu'il n'y ait plus de SDF. Moi, je serais main dans la main avec Greg et n'importe quel homme de gauche. Totalement d'accord. Plutôt que de me chiffonner avec Greg pour parler justement de ces concepts un peu philosophiques. Bah, on se bagarre pas, on parle là. Oui, non mais attends, et on a fait pire dans l'histoire. Je rappelle qu'on a quand même eu des bonapartistes et des royalistes qui se sont alliés pour aller foutre dehors des nazis, et je ne sais combien d'autres exemples similaires dans l'histoire. Mais une fois la guerre finie, ces gens-là ont repris leur discussion et leur combat entre eux. C'est normal. Enfin, c'est quelque chose de la cité, quoi. Ouais, moi je trouve que c'est un combat juste inutile, quoi. C'est la vie de la cité, quoi. C'est ce qui se passe. Tu vois, il y a eu des événements. Surtout, même s'il peut paraître utile à des gens, utile à des gens, moi je pense que s'ils hiérarchisent leurs priorités, ils verront, enfin, si t'es un mec de gauche ou un anticapitaliste, même si t'es contre le fondamentalisme islamique ou enfin les religions en général, parce qu'à gauche on est censé être anti-religieux, je pense que tu peux quand même hiérarchiser en disant il est plus prioritaire d'abolir le capitalisme que de lutter contre l'oppression des religions. Je crois. Et du coup, pendant qu'on se bat entre pauvres, religieux par religieux, les bourgeois, ils continuent à se gaver, quoi. Et du coup, je pense que c'est comme dans un piège. J'ai du mal avec l'argument du prioritaire. En général, je comprends pas ce qui veut dire l'argument du prioritaire. Parce que c'est comme les députés, les ministres qui vont te dire, alors on va pas lutter forcément tout de suite contre, je sais pas, la fraude fiscale parce que le problème c'est tel truc. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment. En même temps. C'est quand les combats peuvent s'opposer. Après, oui, c'est vrai que même si on hiérarchise, on peut mener plusieurs fronts en même temps. Sauf que voilà, comme je te dis, pendant qu'on se chiffonne sur ça, les bourgeois continuent à se gaver. Et je me dis, moi, je préfère lutter contre la bourgeoisie plutôt que d'essayer de me battre pour que manger halal un peu plus facilement. Concrètement, ça, je dis, c'est vraiment c'est pas important normalement en fait. C'est pas important qu'on doive se cacher que dans l'équipe de France que ça fasse de gros débats parce qu'il y a des joueurs de foot musulmans et qu'ils essaient de manger de la viande halal et que si jamais le cuisinier achète de la viande halal, ça va faire ça va faire des débats chez TMTP ou je sais pas où. Alors que il n'y a pas de débat parce qu'il y a des boucheries en France. Pas des boucheries, mais que le cuisinier de l'équipe de France fasse des menus halal, ou même dans l'armée, il y a eu aussi un scandale qui a éclaté parce que dans l'armée aussi, il y a beaucoup de musulmans et comme ils veulent manger de la viande halal, ils se sont arrangés pour pouvoir manger de la viande halal. Quand ça s'est su, ça fait scandale. Je pense que tu simplifies le problème. Donc après, c'est facile de dire oui, ça fait un scandale pour rien du tout si on simplifie la chose. Et je pense que ça va plus loin que ça. Le fait est que quand il y a un scandale sur l'alimentation halal dans nos armées, qu'est-ce que le Français moyen il se dit je pense que le Français moyen se dit bon, attends, si on en est à devoir faire des menus halal dans l'armée, c'est qu'il y a un certain nombre de musulmans parmi l'armée. En cas de guerre contre un pays musulman, ces gens-là, est-ce qu'on peut être sûr d'eux? Exactement. Là, du coup, tu doutes de la francité de quelqu'un en fonction de sa religion. Si demain, la France est en guerre avec l'Italie, bon, je vais pas dire avec le Vatican parce que je pense pas que ça va arriver, mais avec l'Italie, on va pas soupçonner les militaires chrétiens de se dire ils vont pas trop taper sur les Italiens parce que le Vatican
payer dans l'Italie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bah non, simplement parce qu'on n'est pas en guerre avec l'Italie. Logiquement, voilà, Bah, c'est ce que j'allais te dire. Logiquement, là, on n'est pas en guerre. On rentrera pas en guerre d'ici peu de temps avec un pays de l'Europe. Par contre, un pays du Maghreb, c'est possible. Il y a des tensions, il y a des attentats. Réfléchis à ce que tu dis. Réfléchis à ce que tu dis. Si par exemple la France entre en guerre avec l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, vu le nombre d'Algériens, de Marocains ou Tunisiens, Français qui sont sur le territoire, tu penses réellement que ça va se faire sans peine? C'est même plus une question de religion en fait, c'est juste une question d'origine. J'ai pas tout saisi. Bah en fait, c'est pas une question de religion, c'est une question d'origine. Si demain des Maghrébins de France, la France décide d'attaquer l'Algérie, est-ce que tu penses réellement que des Maghrébins vont dire nous oublions nos origines, nous oublions que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents viennent de ce pays? Si toi tu avais des origines d'un pays différent, tu le sentirais. C'est peut-être que toi tu es française depuis plusieurs générations, beaucoup plus que nous, et c'est pour ça que la question ne se pose même pas pour toi, mais pour une personne qui a des parents ou des grands-parents originaires du Maghreb, la question se posera toujours. Et c'est ça qui inquiète, je pense, le français moyen. Quand on parle de nourriture halal dans l'armée. Tous les Maghrébins de France se convertissent au christianisme ou arrêtent d'être musulmans parce que ça arrive de plus en plus. Des Maghrébins qui boivent de l'alcool, vous en croisez. Mais n'empêche, c'est pas parce qu'ils sont moins musulmans qu'ils seront moins attachés à l'Algérie. Donc si demain la France entre en guerre avec l'Algérie, tous non-musulmans qu'ils soient, ils auront quand même plus de mal à tirer sur leurs cousins éloignés algériens. C'est pas tant que ça l'origine. C'est pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est pas tant que ça l'origine. Pour le scandale dont tu parlais, je te répète, le français moyen se dit ah, il y a tant que ça de musulmans dans l'armée qu'on en est à devoir faire de la cuisine halal. C'est le nombre qui compte. Moi, c'est ma façon de voir la chose au niveau de l'immigration. L'origine, la religion n'est jamais le problème. Pour moi, n'importe qui peut devenir français demain. Pour moi, le problème, c'est toujours le nombre. C'est assez basique comme exemple, mais j'espère pas passer pour une grosse facho en disant ça, mais tu mets un Mouloud au milieu de 30 Juliens dans une classe, il y aura jamais de problème. Il va devenir français, il y aura pas de problème. Sauf que s'il y a 5 Juliens et 25 Mouloud et Mohamed, ils deviendront jamais français, ils ont pas assez d'exemples. Et le scandale de l'armée, c'est de se dire, il y a tant de musulmans qu'on en vient à faire des menus. Je sais pas si c'est vraiment les menus le problème. Attends, Greg, le problème, il est pas dans les menus. Moi, je pense que le problème. Non, my gars. Le problème, c'est aujourd'hui, si tu as une guerre contre un pays dont les soldats ennemis sont musulmans, comment vont se comporter nos soldats musulmans? Et surtout que certains ont des racines, effectivement, des fois, pas forcément que binationales, hein, mais pas avoir des racines. Comment ça se passe au Mali aujourd'hui? Comment ça se passe au Mali aujourd'hui sur Barkhane ou Je sais pas, tout est classé secret défense. Et après, il faut poser la question à quelqu'un de l'armée qui est un peu au courant. Et puis, après, non, t'auras pas d'infos. Les gens qui travaillent à l'armée ne donnent pas d'infos. Enfin, vraiment, les gens qui sont même des informations. Il y a un rapport secret défense de 2009 qui mentionne qu'au moins 3 soldats musulmans ont refusé de participer à la guerre en Afghanistan pour ne pas combattre, je cite, leurs frères. Et on connaît tous les sondages qui placent principalement chez les jeunes la charia au-dessus de la République. Ça, on en avait parlé tout à l'heure, effectivement. Après, c'est un sondage. Voilà, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est tout à fait normal. Et si on posait la même question et qu'on biaisait pas les questions, pour les musulmans, tu obtiendras la même chose, pour les juifs, tu obtiendras la même chose, et pour des détenteurs du New Age et d'autres doctrines, ils seraient d'accord. Donc voilà. Maga, tu veux réagir, j'imagine? Oui, je disais, c'est normal ça. Un musulman croit que Dieu a tout inventé, n'importe quel atome de l'univers, et forcément, un musulman ou n'importe quel croyant. Mais comme pour toute religion. Forcément, la loi divine sera toujours supérieure à la loi des amis de Macron, enfin, la loi humaine. Un croyant
À la loi France. Ouais, mais non, enfin, il y a un truc, moi, Maïga, par exemple, et là, j'ai être d'accord avec Greg, c'est ma position peut-être de droitard, j'imagine, mais c'est genre, moi, par exemple, je suis un assimilé, tu vois. J'ai été baptisé catholique, on m'a dit, t'as le droit de choisir une religion, j'ai failli être musulman ou juif, tu vois, je savais pas trop, mais j'avais pas le droit d'être juif parce que j'ai pas de mère juive, donc voilà. Et du coup, je fais musulman, mais musulman, c'était chiant parce que je parle pas arabe, et puis j'avais pas de raison d'être musulman, parce que ma famille, bah, en fait, j'ai mon père, mais je le connais pas, d'accord? Et mon père, il est arabe, mais je connais pas. Donc j'ai aucune racine, en fait, qui m'attache à, déjà, la religion musulmane, donc j'ai essayé de choisir une fois. Après, bon, bah, je suis devenu athée, mais en gros, bah, je me suis fait baptiser, tu vois, mais je suis un assimilé, et effectivement, quand tu commences à voir déjà la religion, etc., machin, et que tu commences à dire que la foi est plus importante, même que, bah, par exemple, moi, la France, c'est un peu comme Senju, j'ai l'impression qu'il a un discours patriote, tu vois, quand il parle de l'armée et tout, pour lui, il se dit, bah non, on va défendre la France, tu vois, dans l'idée, c'est ce que je pense que l'île, tout à l'heure, qui est passé, c'était la même chose, mais la foi, entre guillemets, malheureusement, même pour un religieux catholique, tu vois, je pense que c'est problématique, parce que si, du coup, c'est une histoire de guerre, par exemple, entre des pays comme l'Algérie et la France, bah, c'est pas forcément la foi, en fait, qui va rentrer en ligne de compte, par contre, c'est les racines aussi, donc selon le truc, ça va être aussi une problématique, et la foi peut rentrer aussi en ligne de compte en tant que problématique, parce que, bah, forcément, si les lois de Dieu sont en avant, et que, bah, par exemple, tout à l'heure, elle parlait du nombre, Linda, mais imaginons, t'as quand même beaucoup plus de musulmans et tout, peut-être qu'il pourrait y avoir une radicalisation, et si le nombre fait que tu vas vers ça, bah là, par contre, la foi, si elle prédomine sur la loi, c'est très problématique. D'où le sentiment de patriotisme ou d'appartenance à la nation française, qui est peut-être important quand même, malgré tout. Je sais pas. Après, la question de la charia, c'est dommage qu'ils aient posé la question comme ça. S'ils avaient posé... Non, mais s'ils avaient posé la question de qu'est-ce qui est le plus important, Dieu ou les lois de la République, une personne qui a la foi en Dieu, qu'elle soit catholique, juive ou musulmane, elle aurait dit Dieu. Parce que si on a vraiment la foi, on ne se pose pas la question. C'est vrai que dire la charia, qui est en fait les lois, en fait, c'est des lois et c'est un ordre moral ou légal, on va dire, qui s'applique dans les pays musulmans. Là, j'ai envie de dire, si des gens de 15 ans répondent ça, c'est qu'en réalité, ils sont pas informés. Ils comprennent pas de quoi ils parlent. Pour donner un exemple, la charia dit tu parles de... Maïga. Comment tu peux dire ceux qui sont pas informés? Linda, attends. Bah, c'est qu'ils sont pas informés. Pour nuancer cette question, parce que... Commencez pas. Maïga d'abord. Oui, pour nuancer, parce que il semblerait que ça fasse peur, la charia dit par exemple qu'il faut couper la main du voleur. Donc je suis musulman, mais vous ne croiserez pas de musulmans en France qui vous disent « Moi, je veux qu'on coupe la main de tous les voleurs qu'on croise. » Ou qu'il faut... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On dit que c'est plus important. On pense que c'est plus important, mais on n'est pas en train de militer pour oui, mais que ce est-ce soit qu'en France, imagine, il n'y a que des musulmans... Bah, du coup, s'il n'y a que des musulmans, oui, tu peux couper une main, mais... Alors, on peut pas être d'accord de couper la main du voleur. Du coup, si on est en mode esprit français... Pour donner l'exemple d'autres pays musulmans, bah, au Maroc, où je sais, il y a peut-être un ou deux pays qui appliquent réellement la charia, qui coupent la main. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, vous allez voler quelque chose, on va pas vous couper la main, vous allez en vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, même les pays musulmans ne l'appliquent pas, la charia. Oui, donc, voilà. Les gens disent, théologiquement, oui, quand tu es croyant, tu penses que la loi divine est supérieure à toute autre loi, mais c'est pas la crainte du... Alors, moi, j'ai une question pour toi. Ça doit pas être la crainte. J'ai une question, genre, je vais faire mon droit tard. Voilà. J'ai fait mon gauchiste des fois, et là, je vais faire mon droit tard. Il peut pas y avoir de radicalisation plus massive. C'est pas possible. Si. Pourquoi? C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais répondre à la demoiselle qui parle, j'ai entendu une voix féminine. Moi, je peux comprendre cette crainte-là que des gens se disent, parce que c'est un argument qui est utilisé, demain ce seront nos filles qui vont être voilées. Moi, je peux comprendre que des gens se disent, s'il y a de plus en plus de musulmans, ils auront de plus en plus de revendications, ils voudront de plus en plus imposer des trucs, et demain, ma fille... C'est ce qui se fait depuis une vingtaine d'années. Jamais c'est arrivé. Jamais une femme française qui ne veut pas porter le voile n'a croisé une autre femme qui a sorti un voile de son sac en disant « Je veux que tu te voiles ». Mais non, mais il n'y a plus de femmes en mini-jupe dans certains quartiers. Oui. Vas-y, Greg, oui, t'allais dire. Il y a quand même eu des exodes de population, c'est pas parce que c'est pas arrivé en France, on est au courant qu'on n'a pas été envahi par une majorité de musulmans. Maintenant, j'ai une question à te poser. Si demain les musulmans devenaient majoritaires, j'entends, parce que le Coran et l'islam distinguent bien les droits et revendications des musulmans quand ils sont en minorité et quand ils sont en majorité. Si demain, par exemple, on avait, très bien, c'est le jeu de la démocratie libérale, un président de la République ou une présidente de la République de confession musulmane qui disent maintenant c'est la charia, est-ce que tu t'opposerais, toi, au rétablissement de la section des mains des voleurs, par exemple?
Je m'opposerais, oui. Parce que comme je te dis, je ne suis pas très démocrate. Je suis un peu. Et je pense que quelque chose qui... t'opposerais puisque ta religion te demande de le faire. Parce que, au pire, je me dirais, on pourrait demander aux gens de signer, voulez-vous que la charia vous soit appliquée un jour si vous tombez dans ce cas. Et les gens choisiraient. Mais quelqu'un qui n'en veut pas, je ne veux pas le lui imposer. Tu disais que l'avis majoritaire n'avait pas de légitimité tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que moi, je préfère qu'on laisse le choix aux gens. Mais tu veux qu'ils aient le choix de couper ou pas couper la main? Non, que la loi, que la charia leur soit appliquée de manière globale. Ah, tu veux laisser le choix quand même d'appliquer de manière globale? Moi, en tout cas, je sais que je veux rien imposer. Tu te dis pas, genre, il y a des trucs, c'est obsolète. Tu serais en contradiction avec ta loi religieuse. Mon côté libéral veut que je n'impose jamais rien à qui que ce soit qui ne le veuille et que je n'interdise jamais rien à qui que ce soit qui ne le veuille. Et je veux la même chose pour moi. Donc, pourquoi alors? Ça, c'est très intéressant. Parce que précisément, tu n'es pas que musulman, tu es aussi français. Et libéral surtout. C'est aussi parce qu'on choisit ce qu'on veut dans sa religion. Penses-tu que tu serais libéral si tu étais né en Arabie Saoudite? Non. Je le serais, mais peut-être que je me cacherais. Voilà. J'aimerais juste répondre à ça. Tout à l'heure, tu disais, il faut autoriser les gens à vendre des poupées, et même si les gens sont majoritairement contre, c'est pas un critère valable parce que la majorité plante. Et maintenant, tu dis, si jamais il y avait quelqu'un qui appliquait la charia en France, je m'y opposerais, ou je demanderais que la majorité vote. Donc c'est ça qui est très contradictoire, c'est que d'un côté tu revendiques une liberté pour ta religion qui n'est pas dans le corpus idéologique de cette religion, et si jamais cette religion dont tu réclames qu'elle ait plus de place dans l'espace public ou plus de liberté accéder au pouvoir, tu t'opposerais à ce qu'elle soit mise en place alors que tu la défends quand elle est minoritaire. C'est ça que je comprends pas. Est-ce que je peux répondre à ça, s'il te plaît, Maïga? J'aimerais bien juste répondre à ça en tant que musulman. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent un culte, mais qui ne le pratiquent pas de façon exhaustive. C'est-à-dire que en réalité, on choisit les choses qu'on s'applique à soi-même. Donc là, t'es typiquement dans ce cas-là, tu vois. On va pas te dire, oui, on voudrait que la charia soit appliquée. Non, en fait, on prend une partie de la religion qu'on s'applique et le reste, pas forcément. Et ça, il y a autant de pratiquants que de religions en réalité. C'est ça. Et du coup, moi, pour répondre, déjà, quand j'ai répondu, c'est pas juste dans le cas où les musulmans devenaient majoritaires. Même aujourd'hui, moi, si quelqu'un me dit, si demain on me chope pour vol, tu peux me couper la main, je signe pour ça. Tant pis pour lui, ou tant mieux pour lui, c'est son choix. Si demain on le chope et qu'on lui coupe la main, m'en fous en fait. Et c'est ce que je veux dire, je veux laisser la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent tant que ça ne nuit pas aux autres. Couper la main, ça commence à nuire un peu à la société. Si chacun décide de couper. Non mais si chacun décide de couper la main, tu vois, en fait voilà, parce que Senju lui il dit voilà, on prend des éléments de la religion, on en retire certains. Toi tu dis pas ça, tu dis ils font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire on leur laisse le choix. Mais le problème c'est que dans ce cas, est-ce que tu laisses le choix de lapider ta femme ou pas si jamais elle t'a trompé? C'est la femme qui choisit. Moi je souhaite lapider personne. Et non plus je ne veux pas qu'on m'impose. Attends, donc tu demandes à la femme de choisir si elle peut se faire lapider. À la femme de choisir. Non, chacun choisit ce qu'il veut. Moi je veux pas qu'on m'impose. Non, je veux pas qu'on m'impose. Mais non, chacun choisit pas ce qu'il veut. C'est parce que il y aura un vote. On va pas dire un référendum, c'est pas tout le monde vote, ceux qui ont voté oui vivent sous la loi du oui, et ceux qui ont voté non vivent sous la loi du non. En fait, dans le meilleur des cas, si c'est possible, c'est ce qu'on devrait faire. Mais c'est pas possible. Maya veut un code pénal à la carte pour tout ce qui n'est pas des questions économiques, de ce que je comprends. Non, en fait, c'est parce que je répondais juste à la question de Greg. Mais demain, je ne veux pas militer pour ce système-là. En fait, moi, comme je dis, je veux juste être tranquille et je veux imposer rien à personne et je veux surtout pas qu'on m'impose des trucs ou qu'on m'interdise des trucs. En quoi ton projet diffère d'un code pénal à la carte sur les questions qui ne sont pas des questions économiques et qui sont des questions de... Ah oui, c'est peut-être un code pénal à la carte. J'avoue que c'est très compliqué à mettre en place parce que tout ce qu'on fait a des répercussions sur son voisin. Mais tant que ça ne fait pas de mal aux autres, chacun fait ce qu'il veut. En gros, si je dois résumer tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est tant que ça ne fait pas de mal à quelqu'un, moi je veux qu'on me laisse faire ce que je veux et je veux pas qu'on m'interdise quoi que ce soit. Et je veux que ce soit appliqué pour tout le monde aussi. Mon voisin, s'il veut manger du cochon, en fait, je m'en fous. Mais je veux pas qu'on m'impose du cochon. C'est ça le truc, en fait. Oui, mais Maya, est-ce que tu n'as pas l'impression que, par exemple, autoriser le voile, ça va avoir pour effet indirect d'imposer le voile à certaines personnes? Parce que, par exemple, dans certaines cités... Ou de couper des mains, ou de lapider. J'exagère. Je troll. Il faut avoir des garde-fous. Et je prends un contre-exemple. Moi, je viens d'une... Vous l'avez vu à mon accent. En fait, je viens du Niger.
Au Niger, ça se fait plus tellement, mais il y a quand même des mariages forcés ou des mariages très arrangés. La limite est floue. Je ne vais pas réclamer, ou vous n'allez pas réclamer l'interdiction du mariage sous prétexte qu'il y a des dérives. Vous allez essayer d'interdire uniquement les dérives. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, moi, je veux que celui qui veut porter le voile, homme ou femme, puisse porter le voile. Et du coup, la dérive à surveiller, c'est que ça ne devienne pas une imposition. Du coup, mettons des garde-fous pour qu'on ne passe jamais de autorisation à obligation. Je veux que ce soit autorisé, mais je veux pas que ce soit obligé. Mais du coup, réfléchissons ensemble à une manière de faire en sorte que une autorisation ne devienne pas demain une obligation. Mais quel garde-fou tu veux mettre en place pour éviter que le voile ne devienne une obligation dans certains quartiers des banlieues? Parce que moi je veux bien que tout le monde fasse ce qu'il veut, mais le problème c'est que actuellement le fait que le voile soit légal, ça fait que du coup dans certains quartiers, ça devient la norme, et si on n'est pas dans ce cas-là, on a des remarques, on a des problèmes, et on peut avoir quelques soucis. C'est très exagéré. En fait, on a l'impression que pour du coup être musulman et côtoyer des musulmans, vous pouvez poser la question à des musulmans, tout comme celle qui est intervenue là. La plupart des musulmans qui portent le voile font par choix. Et il y a même une intensification de la pratique dans la nouvelle génération. Beaucoup de musulmans aujourd'hui qui portent le voile, de mon point de vue, de ma faible expérience, beaucoup de musulmans qui portent le voile aujourd'hui sont des filles de femmes qui ne le portent pas. Moi, j'ai une connaissance à laquelle je pense là, qui porte le voile, sa mère ne le porte pas. Et vous avez beaucoup de cas aujourd'hui de jeunes filles qui le portent, dont les mères ne le portent pas. Vous voyez, je veux dire, on est même au sein de la même famille. Au sein de la même famille, la mère n'a pas interdit à sa fille de porter le voile alors qu'elle ne le porte pas. J'ai bien compris. Alors attends, Maïga, t'inquiète, j'ai compris. Alors attends, il y a Linariel qui voulait parler d'un truc par rapport aux militaires dans l'armée. Linariel, vas-y. Linariel. J'ai eu peur, vas-y, je mute vite fait. J'ai 2 mutes sur mon micro et j'oublie en effet. Ceux qui ont peur là des soldats parce qu'ils seraient musulmans, ils iraient pas se battre, ils voudraient pas aller se battre contre d'autres musulmans. Mais je me défie en 2000 ans, plus de 2000 ans de religion, de me trouver une des 3 grandes religions judéo-chrétiennes qui est jamais allé foutre sur la gueule de son voisin juste pour une question de religion. Ça c'est toujours fait. Au mieux tu peux dire, il y a des fois ça a empêché. Ça a empêché parce que il y avait le Vatican qui disait ah non moi je suis pas trop d'accord, on a des intérêts là-bas, donc ça évitait des conflits. Mais par contre le jour où les mecs ils voulaient vraiment y aller, ils y allaient et l'armée faisait ce qu'il fallait, hein. Quand bien même ils étaient chrétiens. En rapport avec le problème spécifique de l'armée. Je sais pas, tout à l'heure ça disait qu'il y a quelqu'un, il avait peur qu'il y ait trop de musulmans dans notre armée, parce que si un jour on se retrouve en conflit avec, ces soldats nous défendront pas du coup. Oui. Non, je dis qu'on peut avoir un doute. Si jamais il y en a beaucoup dans l'armée, comme certains qui ont refusé d'aller se battre, ça peut poser des questions. C'était combien? C'était 3, t'avais dit? 3 là, oui, sur l'information. Il y a 3 cas qui ont fuité, mais c'est des dossiers qui sont secrets défense. Je dis pas que c'est la majorité, je te dis que c'est quelque chose qui est possible. Je dis que c'est plein de questions qu'il faut se poser, c'est tout. J'ai aucun doute sur l'engagement militaire des gens. Enfin, en général, tu sais, quand tu choisis le plan de carrière de l'armée, c'est quand même que t'es pas non plus dans l'outisme absolu de la France. Puis t'avais la DGSI où il y avait eu le cas, tu sais, il y avait des menaces et tout, coup de téléphone, c'était passé, voilà, à la télé, t'avais carrément les messages et tout, c'était particulier. Voilà, t'avais un mec qui avait intégré les services de renseignement, quoi. C'est logique. On a quand même eu une policière égorgée, place Beauvau, dans ce qui est le poumon central de la sécurité intérieure de 65 millions de personnes. Et ce qui est d'ailleurs dramatique, c'est que ce que n'ont pas dit les médias, c'est que cela faisait plus de 5 ans qu'il y avait eu plus de 8 notes internes concernant cet individu qui mentionnaient son radicalisme. Et que toutes ces notes, sans exception, ont été planquées dans le tiroir par le ministère de l'Intérieur, qui était au courant de la présence d'un radicalisé islamiste au sein du poumon de la sécurité du territoire français. Peur du pas d'amalgame et de toutes ces conneries. Alors que ce type a passé 8 ans à envoyer des dossiers stratégiques à nos ennemis militaires. C'est-à-dire à quel point on est touché au cœur et à quel point aussi nos politiciens sont lâches.
Je pense pas que tu puisses dire non plus que tous les musulmans dans l'armée font ça. Ah, c'est pas ce qu'il a dit. Absolument pas. Mais je te dis que quand tu as un État qui laisse un ennemi de guerre volontairement infiltré au sein de ce qui est le cœur de la sécurité nationale, par peur de se faire critiquer. Non, mais ça c'est débile, on est d'accord. Oui, mais c'est quand même pour te dire que pour réussir à placer à l'intérieur de ce qui est la forteresse de la sécurité en France un islamiste, c'est quand même qu'on ait un certain degré de vulnérabilité interne. Et que, encore une fois, tu peux avoir dans des organismes qui sont pourtant quand même des organismes ultra sécurisés, ultra patriotes théoriquement, des éléments radicalisés. Et que oui, c'est une vraie... Moi je te parle pas de radicalisation, par contre je te parle juste de croyants bêtes et méchants. Oui, bien sûr. La grande norme, on sait très bien que pourquoi ils n'ont pas fait ça. Parce que nous avons des professionnels de la politique dont le métier est à chaque fois que l'on va essayer de cibler des officines islamistes, de dire vous ciblez des musulmans. Et nous avons des professionnels de ça. Des professionnels de ça. Bah ça marche vu qu'on en vient à flipper à cause de ce genre de truc quoi. Parce qu'ils osent pas en parler, ils devraient en parler en fait. Ils n'osent rien faire. Et c'est, je pense, un des trucs qui fait que Gérard Collomb a par exemple claqué la porte à l'époque. Ce qui est débile en fait, si t'en parlais, si on osait mettre les vrais sujets sur la table, là comme on en parle avec Iga et Senju, etc. machin, en fait on pourrait en fait évoquer le sujet même avec les gens qui sont concernés. C'est difficile, regarde, on essaie de faire fermer le CCIF. Regarde le bordel. Toute la France insoumise qui monte au créneau en disant c'est de l'islamophobie, les artistes qui s'engagent, des mecs qui ont appelé Kalachnikov à la main à buter des mécréants qui défilent à Paris aux côtés d'un humoriste et d'un élu de la République. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Et si tu critiques ça, c'est de l'islamophobie. Le reportage de Zone Interdite, ok, d'accord, c'est mettre de l'huile sur le feu, mais c'est quand même très très bizarre, quoi. C'est là qu'il faut agir justement, parce que si tu dis bon du jour au lendemain, bon ok, bah, on n'accepte plus de musulmans dans l'armée, t'as guéri un symptôme mais t'as pas guéri le problème en lui-même. Je veux dire, t'as quand même une organisme qui est le CCIF, tu as le patron de ce truc-là, qui a participé à la dénonciation publique et à la mise à mort de Samuel Paty, on dit ce mec-là, faudrait quand même lui et sa boutique le faire fermer, on dit que c'est de l'islamophobie, donc quelle est la marge de croyance? Parce qu'à ce moment-là, si tu veux, on peut même pas évincé du cœur de la sécurité nationale en islamiste par peur du pas d'amalgamisme. Donc quelle est la marge de manœuvre pour lutter contre l'islam radical à ce moment-là? Si même ça, tu peux pas le faire, quoi. Eh bah ça, on est d'accord. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a un noyautage complet qui est là, pour le coup, complètement de la responsabilité de professionnels de la politique qui sont en train de littéralement ronger de l'intérieur certains partis qui avaient mon affection, par exemple, et moi ça me fout en l'air, ça me rend complètement barge, mais c'est le signe... clientélisme, etc. Je pense juste que ce dont tu as peur au niveau des soldats, c'est un peu comme ce que disait la personne précédente, là, dans le sens où mais les gens qui pratiquent la religion, tous la pratiquent à un certain degré. Et je pense qu'au final, comme tu dis, il y a plein de musulmans qui te diront bah non, moi j'aime bien cette religion, mais je suis pas d'accord pour qu'on coupe les mains des voleurs. Au même titre que t'en as qui te diront bah je suis pas pour la peine de mort. Et je pense que bah dans notre armée, oui, il y a beaucoup de musulmans qui ont envie de manger halal, mais t'en as aussi très peu qui sont pas d'accord avec les méthodes des frères musulmans dans des pays du tiers-monde. Mais je suis totalement d'accord, et encore une fois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure l'exemple de toute la gauche égyptienne, de toute la gauche syrienne, de toute la gauche libanaise, et ce qu'on va s'amuser à aller critiquer ces gens-là. C'est pour ça que je dis que c'est ces gens-là qu'il faut montrer à la télé. C'est de dire, allô les gars, est-ce que vous êtes au courant que dans les 3/4 des pays du monde, le discours de la gauche, c'est celui d'Éric Zemmour. Donc arrêtez de nous faire croire que la France est un pays de méchants islamophobes. Non, non, on va arrêter de partir en couille. C'est ces gens-là qu'il faut clouer leur bec. Parce que c'est ces gens-là, déjà, qui sont un problème. Lina. Qu'est-ce qu'on entend voir ces gens-là?
les professionnels de la politique, dont le métier est d'assimiler systématiquement au fascisme et à l'extrême droite toute critique, ne serait-ce que minimaliste, des comportements les plus radicaux en France. Oui, mais ça, enfin, on est d'accord que tu parles en gros de concept de, en gros, donner un ennemi au peuple sur lequel il puisse taper idéologiquement parce que c'est la facilité. Je parle des gens qui justement font ce truc-là, c'est-à-dire de dire à chaque fois que tu vas viser une officine spécifique ou des individus spécifiques, de dire vous attaquez l'islam, vous attaquez tous les arabes, vous attaquez tous les musulmans, vous êtes d'extrême droite, ce qui est grotesque, quoi. Tu regardes comment il s'appelle. Moi je dis il faudrait faire regarder les vidéos de comment il s'appelle Ana Kafir, ce qui dit il faudrait que je la retrouve cette vidéo là. Ana Kafir Al-Assad, Égypte. Faudrait que je te la retrouve. Ça me fait une crise cardiaque. Non, il n'écoutera pas ce live. Il n'écoutera pas ce live. Mais c'est trop tard. Où tu regardes les discours de la gauche égyptienne, c'est sidérant. Moi j'ai un ami, je vais les traduire prochainement et je prépare une vidéo un petit peu sur ce sujet-là. Où tu vois les militants de gauche radicale dans les meetings en Égypte, ils te disent nous supplions la France de nous recoloniser, s'il vous plaît. Ok. Ils disent ça. Il y a la piste de chat à côté. On en a marre de vivre au Moyen-Âge. Recolonisez-nous, s'il vous plaît. C'est pour te dire à quel point, en fait, il se dit il faut déshexagonaliser ce problème-là. C'est pas un problème de méchants fachos contre gentils musulmans, c'est un problème de monde arabo-musulman. Bah oui, mais moi c'est ce que j'essayais de pointer du doigt tout à l'heure. Et qui fait sa transition, et qui fait une transition douloureuse. Et il y a des gens qui ne veulent pas que cette transition se fasse et qui font du lobbying. C'est aussi du problème de lobbying. Il y a des trucs, putain, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut encore laisser des trucs comme Agi+ exister en France, quoi. Oui, Agi+, c'est très particulier, hein. La propagande, surtout qu'Al Jazeera, voilà, c'est Al Jazeera quoi derrière. Et maintenant ils sont en mode progressisme et tout, défense des homos, ils critiquent la France. C'est assez bizarre, ouais, t'as un format avec un humoriste. Al Jazeera, il faut voir les vidéos qui sont censurées quand ils font des petits ratés. C'est très particulier. Hein. Et après ils font de la dénonciation. Des fois ils flashent, des fois ils... c'est très particulier. Je comprends pas trop le format du coup. Enfin, je me dis c'est quoi cette nouvelle tournure progressiste d'Al Jazeera alors qu'à la base c'est bon. Il y a aucunement au progressiste, c'est de la pure politique politicienne. Enfin, je veux dire, c'est tout simplement du lobbying. Comme RT qui est en France et tout, enfin tout le monde fait son petit lobbying, finalement chaque pays fait... Surtout qu'après RT peut être... Mais comme je pense qu'il y a des documentaires et des investigations qui peuvent être intéressantes en plus à regarder chez Al Jazeera, mais c'est particulier, parce que tu te dis ouais la tournure est assez étonnante en fait, c'est pas du tout ce à quoi on pourrait s'attendre. Et mais bon, c'est full progressiste, hein. C'est genre LGBTQ, enfin c'est très étonnant, sans frontiériste et tout, la France fait n'importe quoi, elle est raciste, enfin c'est étonnant, c'est étonnant. Ah non, c'est pas discours Égypte, on me dit dans le chat 1961, hein. Attention, c'est beaucoup plus... comment il s'appelle, putain je l'avais, hein, je l'ai même quelque part encore en son, en audio, ce truc-là, attends, militant laïque, Égypte. On me dit Gamal Abdel Nasser, peut-être. Beaucoup plus récent, mais plus récent. Donc, non, pas Nasser. Non, pas Nasser, pardon. Moi, je veux pas faire ma facho, mais j'ai pas la mémoire des noms pour les Français, alors pour des trucs à la prononciation comme ça, je vais pas d'être un dingue. On dit Al-Sisi, je pense pas, ça a pas l'air d'être... beaucoup plus récent que ça. Ce type a une fatwa de la moitié des musulmans de la planète. C'est incroyable. Parce que le mec... C'est quoi ce mec en fait? Je vais essayer de te le retrouver. Le problème c'est que je l'ai complètement paumé.
mais je pourrais le retrouver à un moment. Bah, au pire, tu me le passeras, je mettrai sous la vidéo de C'est- rediff. c'est voilà quoi. C'est Rochdy, juste, non. non, c'est pas Julien Rochdy. C'est une carte. Sur un autre niveau. Jidou Kacha. Non, non, arrêtez de troller. c'est Ah pas non, bien. non, mais C'est pas bien. Jidou Kacha est un ultra modéré comparé à ces gens-là. Ah bah non, Mais, Ah ouais, c'est un modéré par rapport à ces gens-là. D'accord. je te dis, le mec dit supplie la France de les recoloniser. C'est pour te dire à quel niveau on en est. Enfin, je veux dire. Oui, effectivement, oui, mais c'est quoi que c'est avec Majid. Ouais, parce qu'il est con, ou parce qu'il a conscience que. Il veut faire de la provocation. Parce qu'en fait, il veut faire de la provocation. Ouais, mais bon, c'est pas. Ouais, c'est un peu comme Zemmour qui dit selon le plateau. Mais après, le mec tout à l'heure, il dit ce qu'il veut. Hein. Oui, bah écoute. T'inquiète, on retrouvera, sinon tu me l'enverras. Ouais, comme ça, je mettrai en lien en description de la vidéo. Vous le retrouverez si on le retrouve. Elle est quasiment introuvable, mais c'est des vidéos qui sont pas traduites et c'est des vidéos qu'il faut impérativement traduire, quoi. Surtout que YouTube supprime plein de choses, donc c'est compliqué de retrouver beaucoup de vidéos, je trouve. Même des vidéos pas forcément si anciennes que ça. Donc, en ce moment, il se lâche bien. En ce moment, il se lâche bien. Ouais. On va voir un petit peu comment ça va tourner YouTube sur les élections et tout, ça va être chaud. Entre le vaccin, les élections et tout, ça va être particulier. Mais bon, de toute façon, les élections, ça va être n'importe quoi. Oui, ça va être le bordel. Après, peut-être aller voter si on peut déjà, puis voter quoi, c'est un bordel, je ne sais pas. On verra. Je crois que je vais retrouver off Zemmour. Moi, je m'attends à des manifs entre le premier et le second tour, genre. Je sais pas. L'essence des gilets jaunes. Faut attendre je pense qu'il faut attendre la fin du deuxième tour pour une vraie manif. Fabien Roussel, je m'en bats les couilles de cet extrait-là, c'est pas ça. Non, ça c'est ce trou du cul de Roussel justement que j'ai défoncé dans le truc. Non, faudrait que je le retrouve, mais parce que j'ai le texte quelque part. Putain, ça me saoule. Ça me saoule littéralement de pas réussir à retrouver ça. Ça veut dire que c'est encore un truc que j'ai paumé parmi l'immense quantité de trucs que j'ai paumé. Et ça me saoule parce que j'avais commencé à écrire un truc qui était plutôt bien en fait. Mais bon, c'est pas grave. Ouvrir l'emplacement du dossier. Ah. C'était un danger pour la Best of Live, exporter, Zemmour peut-il gagner nanana, la candidature. Parfait. Ah oui, non mais ouais. C'est dans le cerveau des Grecs là, vous avez vu? Dans le disque dur, etc. Ils sont remplis. Saïd Al-Khimni. Saïd Al-Khimni, voilà. Saïd Al-Khimni. C'est lui le Zemmour égyptien alors. Ouais. C'est le Delesquin égyptien, je pense. On peut peut-être pousser jusque-là, du coup. Il y a autant de mosquées au Japon qu'en France, je crois. Ouais, il y a beaucoup de mosquées, mais parce que là-bas, ils sont très open niveau religion. Mais je pense pas qu'il y en ait autant, mais il y en a pas mal. Je t'ai envoyé une partie de son interview, ce type-là, il est absolument incroyable. Je vous mets le lien en description, je vous le mets déjà dans les commentaires, je vais vous le mettre en description aussi, tac, et non, je n'ai pas demandé de l'allumer, et comme ça vous pourrez regarder, donc Saïd Al